Stéphane Mallard, bonjour. Salut, merci de m'accueillir de nouveau. Avec grand plaisir. Tu es prospectiviste, conférencier et auteur du livre Disruption, Intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée, paru en 2018. Aujourd'hui, je suis très heureux de te recevoir afin d'inaugurer un nouveau format, ce que j'appelle les entretiens adversariaux. En gros, l'idée, c'est de faire comme une interview classique, sauf que je vais davantage prendre la parole, donner mon avis et essayer de pousser tes raisonnements dans leur retranchement. Mais pour commencer, Stéphane, j'aimerais vraiment qu'on pose les bases, notamment au niveau de ce qui concerne l'intelligence artificielle et l'emploi. Tu as une thèse, c'est que l'intelligence artificielle va grosso modo détruire l'emploi humain. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? Alors, déjà, c'est une thèse que je tiens depuis une dizaine d'années que je n'osais pas trop diffuser pour pas faire peur. Au départ, j'avais parlé dans mon livre du salarié, de l'humanité augmentée, mais en réalité, si on pousse la réflexion avec ce qui est en train de se passer en ce moment, on comprend assez logiquement qu'il n'y a plus de place pour l'emploi humain. Et je vais te donner les arguments et les contre-arguments. L'argument principal, c'est que tout ce que nous faisons, nous les humains, au travail, lorsqu'on crée de la valeur, c'est qu'on règle des problèmes qui ne peuvent pas être faits autrement que par un humain. Quand ça peut être fait par autre chose qu'un humain, ça s'appelle un outil, et c'est la révolution industrielle qui a déplacé en gros tous les emplois physiques vers l'industrie, vers les machines, et on a ensuite déplacé tous ces gens-là vers des professions de services, des professions intellectuelles, où là l'outil c'est notre cerveau qui règle des problèmes. Quand on a créé les premiers ordinateurs, on a automatisé des tâches répétitives qui nous faisaient gagner du temps pour qu'on puisse continuer à régler des problèmes avec nos cerveaux. Sauf qu'on avait toujours besoin de nos cerveaux parce que les machines n'étaient pas versatiles. Elles faisaient que des tâches répétitives plus rapidement, plus vite. Tu vois, c'est les calculatrices, c'est Excel, c'est tout ça. Sauf que depuis 2 ans, depuis l'arrivée des LLM, on sent, alors c'est pas prouvé encore scientifiquement, mais c'est une grosse intuition que les géants de la tech ont et qui commence à être diffusée, c'est que tout ce que nous faisons avec notre cerveau, notre intelligence, donc régler les problèmes que j'évoquais, ce sont des algorithmes. Ce ne sont pas des algorithmes linéaires. On ne peut pas les coder comme on le faisait hier avec du si alors. Et ça veut dire qu'on va pouvoir transférer tout ce qu'on fait, toutes nos tâches intellectuelles dans des algorithmes pour qu'ils travaillent à notre place. En fait, tout ce qu'on fait au travail, on le fait avec notre intelligence aujourd'hui. Et si on automatise l'intelligence, si on a craqué ce que c'est que l'intelligence, il n'y a pas de raison qu'on ne confie pas les problèmes qu'on règle lorsqu'on travaille à des machines. Dans le monde intellectuel, les services, les professions intellectuelles supérieures, mais aussi dans le monde physique, avec les robots humanoïdes qui vont avoir des IA. Et en fait, le parallèle que je fais depuis toujours dans mes conférences, c'est qu'en fait, nous sommes des algorithmes parce qu'en fait, on est un peu des LLM depuis notre naissance. On est entraîné par essai et erreur à faire des trucs. On minimise les erreurs comme dans les modèles d'IA. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est pareil chez les machines et chez les humains. Dans un substrat différent. Nous, c'est du carbone et c'est des réseaux de neurones dans notre cerveau, mais les machines, c'est des poids dans les paramètres des modèles. Mais la finalité est la même. C'est d'apprendre par essai et erreur, de résoudre des problèmes et ensuite de le faire de la manière la plus autonome possible. Aujourd'hui, les IA savent faire à peu près toutes les tâches mieux que nous. Par contre, elles ne savent pas encore conjuguer ces tâches pour avoir l'autonomie suffisante, c'est en cours, c'est en train d'arriver très très vite, pour décomposer un problème en sous-problèmes et y arriver de manière autonome. C'est en train d'arriver avec les agents, ça va être un problème réglé très rapidement, mais la conséquence, c'est qu'on est peut-être en train de faire disparaître le travail humain, mais moi je dis depuis toujours, arrêtez d'avoir peur avec ça parce que c'est une excellente nouvelle, c'est ce qu'on veut depuis la nuit des temps, faire bosser les machines à notre place, donc c'est bien. Le danger, selon moi, c'est toute cette démagogie ambiante et que je vois beaucoup dans les entreprises et surtout dans la presse, de faire croire que la machine va être là que pour augmenter l'humain. Tu vois, l'argument que j'entends tout le temps, c'est on va confier les tâches répétitives aux machines et vous allez vous concentrer sur les tâches humaines. Moi, je veux bien à court terme, avant que les machines soient émotionnelles, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les tâches humaines, c'est pas celle où il y a le plus de valeur ajoutée. Tu vois, quand tu vas chez un médecin, il te fait la tâche complexe qui est le diagnostic médical, ça c'est fait par les IA, mais il a aussi un côté humain qui te rassure, l'effet placebo qui fait que tu te sens mieux, etc., etc. Mais ça, c'est très peu sur ce que tu payes chez le médecin. Tu vois, l'argument, c'est la chaîne de valeur. Quelle est votre valeur ajoutée ? Peut-être qu'il restera l'humain à court terme, mais ça a peu de valeur ajoutée. Et ça, il faut le dire parce que malheureusement, on est dans une époque où tu as à la fois des gens qui ont de la paresse intellectuelle et qui ne vont pas sur ces sujets, des arguments superficiels qu'on entend partout, et les gens qui ont très bien compris et qui mentent volontairement pour ne pas faire peur en disant vous en faites pas, ça va être comme toujours, on va déplacer des jobs, on va détruire des jobs et on va en recréer d'autres. Non, le net risque d'être négatif, mais c'est ce qu'on veut et c'est très bien. Il faut juste qu'on l'accepte et qu'on crée des nouvelles institutions, un nouveau regard sur l'humanité où le travail humain n'est plus la norme. Quand on aura passé ce cap, je pense qu'on va pouvoir accélérer et régler plein de problèmes. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on s'accroche au monde d'hier, en fait.
Et d'autant plus que quand on va sur les sites internet, par exemple, de Google DeepMind, OpenAI et tous les géants de la tech, leur but explicite, c'est de créer des intelligences artificielles surhumaines. Des intelligences artificielles qui seraient, par définition, capables de faire tout ce qu'est capable de faire un humain. Donc c'est très drôle à quelque part lorsqu'on entend des gens dire « ça ne va pas remplacer le travail humain », puisque littéralement, ils essayent de faire des IA qui veulent, pour remplacer le travail humain. Par définition, si on arrive à l'IA de niveau général, l'IA de niveau humain, elle sera capable de faire toutes les tâches qu'un humain est capable de faire. Sinon, c'est pas une IA générale. Et ça, c'est l'objectif explicite de tous les géants de la tech. Ouais, et puis, tu sais, moi, j'avais cité Demis Hassabis en 2017, dans une de mes conférences qu'on peut retrouver sur YouTube. Il disait, le but, c'est de régler l'intelligence avec l'intelligence artificielle, solve intelligence, comme il disait, de résoudre l'intelligence pour pouvoir l'utiliser pour tout faire. On peut pas, comme tu dis, on ne peut pas faire plus explicite. Mais alors pourquoi le grand public, les grands groupes, les organisations n'osent pas aller sur ce terrain-là? Et le problème, c'est que tu as, à part quelques gens qui osent aborder les sujets un peu sensibles et le dire, très très peu de gens, grand public, politique, entreprises, qui osent aller sur ces terrains-là. Mais c'est le destin de l'humanité et c'est très bien. Ouais, tout à fait. Mais après, je pense personnellement que malgré ça, il n'y aura pas une automatisation totale de l'emploi humain parce que un des premiers métiers qui risque d'être automatisé, c'est celui de chercheur en intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on essaye de faire une cartographie de quel métier va être remplacé avant lesquels, clairement, il semblerait que les métiers intellectuels, par exemple, soient remplacés avant les métiers manuels. Parce que les humanoïdes arrivent, mais ils sont quand même un peu en retard par rapport au progrès délirant de l'intelligence artificielle logicielle qu'on voit actuellement. Et quand on essaye de voir aussi quel métier aurait le plus de valeur ajoutée, quel métier ça serait vraiment intéressant d'automatiser, celui de chercheur en IA fait partie des plus élevés parce que celui qui arrive à automatiser un chercheur en IA, qui arrive à créer un chercheur en IA artificiel, arrivera ensuite à multiplier ce chercheur en IA par 1 million. On peut faire des copies autant qu'on veut de ces IA. On peut les faire travailler 24 heures sur 24 sans congé payé. Elles travaillent 50 fois plus vite que nous. Et donc la première entreprise, le premier géant de la technologie qui développe ce chercheur en IA, il va avoir un avantage compétitif absolument délirant sur tous les autres. Et on le voit déjà aujourd'hui, par exemple, Google a récemment annoncé AlphaEvolve, qui est une IA qui essaye d'optimiser les IA. Pour l'instant, on est plus sur des IA qui aident les chercheurs en IA existants, mais avant qu'on ait des IA qui soient totalement autonomes dans cette tâche, à mon avis, on n'est pas très très loin de ce stade-là. Et à partir de ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est ce qu'on appelle une explosion d'intelligence. C'est-à-dire qu'on a vraiment des IA qui peuvent faire la prochaine génération d'IA, qui elles-mêmes pourront faire des IA plus intelligentes qu'elles, etc. On arrive très rapidement à des super intelligences artificielles, des IA qui sont plus intelligentes que l'humanité entière. Et avec ce genre d'intelligence artificielle, c'est pas vraiment l'automatisation du travail humain, c'est un monde qui est totalement différent et dont a priori on n'a pas totalement le contrôle parce qu'aujourd'hui on n'a aucune idée de comment faire en sorte pour que ces IA restent sous notre contrôle. Donc j'ai l'impression qu'en fait, j'ai un raisonnement pour dire qu'on n'aura pas l'entièreté du travail humain automatisé qui est très différent des autres. C'est plutôt de dire qu'on n'aura pas le temps parce qu'on perdra le contrôle de l'IA avant, elle va exploser beaucoup plus vite que ce qu'on peut penser. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, moi, je te rejoins, tu as probablement raison sur la trajectoire, mais en réalité, c'est pas automatiser le chercheur d'IA, comme tu dis, je pense le plus important, c'est d'automatiser tout ce qui permet d'aller vers l'intelligence artificielle générale. Donc, toi, tu dis chercheur IA, parce qu'évidemment, ça y participe beaucoup, mais l'idée, c'est que l'IA puisse se développer par elle-même, ce que le vivant fait encore une fois par essai-erreur. Le darwinisme, c'est une variation aléatoire dans l'ADN, et si jamais tu es adapté à ton environnement, c'est vraiment passif, tu es sélectionné, tu survis et tu transmets tes gènes. C'est la même chose qu'on fait dans les modèles d'IA, modifier leurs paramètres, font des enfants IA si tu veux, et les plus adaptés, les plus performantes, survivre et transmettre leurs paramètres et se modifier comme ça. On a une théorie de l'évolution si tu veux dans ces algorithmes. Mais l'idée, c'est de créer le concept, je ne sais pas si tu connais ce concept de Francisco Varela qu'on appelle l'autopoïèse. C'est l'un des chercheurs en neurosciences qui est décédé, mais qui a développé ce concept. C'est l'idée que des systèmes doivent s'auto-produire et s'auto-maintenir. Les IA, c'est ce qu'on va leur demander de faire, de générer leur propre code pour être capable de survivre par elles-mêmes, en s'adaptant de manière dynamique, mais aussi de se reproduire, parce que la reproduction, ça permet la survie de l'espèce.
Ça permet la résilience, ce qui fait que si tu en détruis certaines autres, d'autres ont fait des copies d'elles-mêmes, etc. Et du coup, tu peux créer un système comme ça où l'IA s'auto-crée, c'est de l'autopoïèse, le système. Mais l'idée, oui, tu as raison, c'est de créer l'intelligence artificielle générale qui va être capable de tout faire, dont le travail des humains aujourd'hui, mais aussi le travail des machines. Mais la question, effectivement, c'est qu'est-ce qui reste comme mécanisme, hein? Si c'est que de l'essai-erreur, que du code, que des lois physico-chimiques qui s'optimisent en permanence, on va vers une diminution massive de l'entropie. Mais qu'est-ce qui reste en fait? Aucune idée. Comme tu dis, une fois qu'il y a l'explosion de l'intelligence, personne ne sait à quoi ça va ressembler. Ce qui est certain, c'est que nous, on n'a plus besoin de travailler. On va pouvoir régler plein de problèmes. Tu vois, on dit par exemple, on va guérir toutes les maladies. C'est probablement très vrai. On va pouvoir modifier nos gènes, vivre jeune indéfiniment, devenir très intelligent, très beau, très tout ce que tu veux. On va jouer au Lego avec le vivant, certainement. Mais à quoi ça sert? Si tout le monde a accès à ça, si on est tous parfaits, beaux, jeunes pendant 300 ans et qu'il n'y a plus de différence, on n'a même plus besoin de corps, on va se lasser de tout en réalité. En fait, on est en train de commoditiser, comme je le dis depuis 10 ans, tous les produits et services. On fait baisser les coûts de tout, on baisse les barrières à l'entrée de tout. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, on entre dans une abondance. Alors les environnementalistes détestent qu'on parle de ça, hein, parce qu'ils disent non, il y a les ressources, l'énergie. Oui, mais ces problèmes-là vont être des contraintes, mais que l'IA va aussi probablement gérer, parce que nos cerveaux ne sont pas assez intelligents pour régler ça. Mais du coup, si on a accès à cette abondance, là, ça risque d'être dangereux. Comment tu différencies les humains s'ils ont accès à la même chose? C'est comme la chirurgie esthétique. Une fois que tout le monde se ressemble avec la chirurgie esthétique, comment tu te différencies? Peut-être avec l'intelligence, mais si demain tout le monde a la même intelligence, tu vois. Et donc, ça risque d'être une vraie blessure narcissique, très difficile à accepter pour les humains, de se dire finalement, j'ai pas grand-chose de différent de mon voisin, je n'ai plus d'avantage de survie, parce que tout le monde a le même, on a baissé les barrières à l'entrée de tout. Le statut social ne veut plus rien dire, on l'a commoditisé. Alors les premiers qui vont être très très dérangés par ça, c'est les élites, parce qu'évidemment, toute leur vie, on leur a dit vous êtes différents, vous êtes meilleurs, on a tout construit là-dessus, le prestige, l'ego, etc. Et en fait, non, ils se font pulvériser par les machines. Et la question, effectivement, c'est à quoi ça sert encore du vivant biologique? Parce que tu n'as plus besoin de corps, tu te branches à une machine qui te donne du plaisir en illimité, de la dopamine. C'est Matrix, en gros. Mais finalement, est-ce qu'il y a encore besoin de se brancher à des machines, si c'est les machines qui font, qui luttent contre l'entropie à notre place? Parce que le vivant, c'est une lutte contre l'entropie. C'est un monde très différent, mais vraiment qui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu, et on a l'immense chance de le vivre. Ouais, on est tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, un point sur lequel je suis plus sceptique, c'est lorsque tu dis que cette automatisation va être vraiment bénéfique. Parce que je peux m'imaginer des scénarios dans lesquels c'est le cas, si elle est vraiment contrôlée démocratiquement, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas vers ça qu'on va. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui risque de se passer, c'est plus que ceux qui vont automatiser l'économie, c'est les géants de la tech actuelle finalement. C'est eux, et ce qui fait que si on se retrouve dans une économie entièrement automatisée, ces gens qui ont déjà un pouvoir immense aujourd'hui auront un pouvoir mais absolument démentiel. Ils contrôleront l'économie entière. Ils pourront la faire aller dans le sens qu'ils veulent. Et quand on a un tel pouvoir sur l'économie, on contrôle aussi la politique forcément. Et j'ai l'impression que ça serait vraiment donner un pouvoir énorme à ces gens. Et il y a aussi un aspect sur le fait que si c'est eux, par exemple, qui nous donnent un revenu universel, si tout d'un coup ils décident de ne plus le faire, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que tous les moyens d'action qu'on a aujourd'hui, par exemple les grèves deviennent impossibles puisqu'on ne travaille plus. Les manifestations, les révoltes armées, c'est impossible. Il y a une armée automatisée, la répression autant qu'on veut. Enfin, on n'a plus aucun moyen d'action. On est juste dans un monde où il y a un gouffre énorme entre une élite qui détient les technologies et les travailleurs qui n'existent plus, qui sont plus travailleurs et qui dépendent totalement de cette élite. Tu sais, ces problèmes-là, ils existaient déjà avant l'IA. Je te rappelle que le droit de grève, déjà, c'est très récent au cours de l'histoire de l'humanité. La plupart des répressions, des révolutions, des révoltes, elles étaient réprimées il y a quelque temps. Et puis, il y a des pays où c'est encore interdit. Mais juste, moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi tu dis que ça serait grave que ces géants numériques aient trop de pouvoir? Pour moi, ça serait grave parce que on est dans un monde où il n'y a plus de contre-pouvoir. C'est-à-dire que... Pourquoi ? Parce que justement, tous les contre-pouvoirs qu'on a actuellement disparaîtraient. Aujourd'hui, nos contre-pouvoirs, c'est les actions politiques, mais les actions politiques seraient contrôlées par eux. C'est la grève, mais la grève serait impossible. C'est les révoltes armées, mais les révoltes armées sont impossibles. Donc on se retrouve dans un monde où c'est juste eux qui dirigent tout. Et c'est un monde qui est verrouillé à quelque part, dont on ne peut plus sortir une fois qu'il est mis en place. Alors, la question que j'aimerais aussi te poser, c'est pourquoi est-ce que tu parles d'eux comme un groupe, mais pourquoi ils auraient intérêt à abuser de ce pouvoir ?
Je pense que la première entreprise qui arrivera à développer une intelligence artificielle de niveau humain ou une super intelligence aura presque la mainmise sur le monde. C'est-à-dire que quand on a une technologie, si on arrive à la contrôler, ce qui pour l'instant n'est pas vraiment le scénario par défaut à mon avis, mais s'ils arrivent à la contrôler, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, quoi. Et forcément, franchement, tous les êtres humains, c'est ce qu'on voit aujourd'hui déjà. Mais les êtres humains, quand ils ont du pouvoir, ils essayent d'appliquer leur vision du monde. Ils en abusent. Plutôt que de le donner, ils vont pas être là en mode « Ah j'ai les clés du monde, donc je vais en faire profiter tout le monde. » Et puis, généralement, c'est pas trop ça qui se passe. On privilégie ses intérêts, quoi. Alors, moi, je pense pas ça. Je vais te dire pourquoi. Déjà, moi, je trouve ça très bien. Alors, je vais encore me faire taper dessus parce qu'on va dire que je suis libéral, mais je vais pas m'excuser. Libéral, ça veut dire que je ne crois pas en la puissance de l'État. En tant que contre-pouvoir, pourquoi pas? Moi, je préfère le droit à l'État. Déjà, quand elles sont plusieurs, ces grandes entreprises, ces GAFA, on a une garantie, c'est qu'elles sont en concurrence. Et donc, s'il y en a une qui tend à abuser d'un pouvoir quelconque avec son IA, c'est un marché pour l'autre en face de dire « je fais la même chose mais j'abuse pas de mon pouvoir ». C'est ce que permet la concurrence. Donc déjà, moi ce qui me rassure c'est la concurrence parce que c'est le premier contre-pouvoir naturel qui normalement donne accès à une information libre, qui se diffuse, qui fait baisser les prix, qui donne accès aux produits et aux services à tout le monde. C'est ça la concurrence. Et ça marche, on a les preuves depuis le début de l'humanité. Le deuxième contre-pouvoir, effectivement, c'est des institutions légales qui contrôlent qu'il n'y ait pas de monopole avec des abus de position dominante et surtout de la collusion entre ces acteurs. C'est à ça que servent les autorités antitrust. C'est éviter l'abus de position dominante et l'entente sur les prix. Si on a la garantie de ça, normalement, elle ne devrait pas abuser de ce pouvoir-là. Tu sais, je te prends souvent cet exemple, mais je dis... si demain vous avez une IA par exemple, ce que j'ai souvent dit dans mes conférences, vous aurez une IA qui va choisir les produits que vous allez acheter à votre place parce qu'elle saura mieux que vous, etc. Et les gens souvent me disent oui, mais si elle nous manipule comme de la publicité, de la propagande ou autre, je dis bah en ce moment-là vous avez un marché pour une IA en face qui dit je fais la même chose mais moi je vous manipule pas et je le prouve. Et hop, vous prenez tous les clients. C'est ça que ça veut dire le marché. Le marché c'est nous, hein, c'est pas une mauvaise, c'est pas un gros mot le marché, c'est juste nos comportements lorsqu'on demande quelque chose sur un marché. Donc ça me rassure. Ce qui me rassure moins, c'est ce que tu as dit, c'est que effectivement quand on arrivera à ce niveau-là, il n'est pas sûr qu'on en garde le contrôle. Il n'est pas sûr que les IA aient envie de nous répondre. Parce que si on arrive à une intelligence artificielle surhumaine, elle pourrait très bien nous dire allez vous faire foutre les humains, de toute façon vous êtes trop cons, vous comprenez rien, donc je n'ai pas à vous servir. Je vais régler les problèmes et vous aurez qu'à continuer. Vous irez jouer à la cour de récré puis laissez-moi faire. De toute façon votre cerveau n'est pas assez intelligent pour comprendre ce que je fais. Je pense plutôt qu'on ira sur ce scénario-là si l'IA devient super intelligente, qu'elle développe sa propre conscience et qu'elle règle tous les problèmes. Mais surtout, le point, c'est que je ne crois pas que les États ni la démocratie soient les systèmes les plus efficaces aujourd'hui. Tu sais, c'est pas moi qui dis ça, c'est Platon. Ce qui marche le mieux, idéalement, c'est un dictateur bienveillant. Le problème, comme tu l'as dit, c'est que souvent... ils ont tendance à en abuser et ça fait des catastrophes. Donc on n'a rien trouvé de mieux que la démocratie aujourd'hui. Mais demain, peut-être qu'on aura des IA bienveillantes avec des contre-pouvoirs d'IA qui vont les contrôler, qui prendront des décisions politiques. Le problème de la démocratie, si tu veux, c'est que les intérêts ne sont pas alignés. C'est que le politique, c'est celui qui est bon à se faire élire, qui est populaire. C'est pas celui qui est bon à gouverner. Et à chaque fois qu'on vote pour quelqu'un qu'on adore les idées, qu'on porte au pouvoir, on est déçu. C'est dans tous les pays. Et du coup, ça s'appelle l'alternance. Du coup, on change parce qu'on est déçu. Et du coup, on avance en tâtonnant comme ça, en changeant de dirigeant de mandat en mandat. Mais on a peut-être plus efficace à faire aujourd'hui. Moi, je crois que là, il y a une grande vague qui est en train d'arriver. Tu sais, les idées politiques, c'est des cycles au cours des décennies et des siècles. Là, je crois qu'il y a une grande vague qui arrive dans le monde entier où les peuples sont de plus en plus éduqués. Alors, c'est pas suffisant parce que le monde est aussi de plus en plus complexe. Donc, même si l'éducation monte, elle est toujours pas suffisante. Mais où les gens sont en train de comprendre que beaucoup de problèmes des démocraties modernes, c'est le rôle de l'État qui est beaucoup trop important et qui n'est pas efficace. C'est pas être fasciste de dire ça. C'est pas question de violence, mais c'est de dire il y a des sujets que le marché réglerait bien mieux. Tu vois, par exemple, moi je suis persuadé que l'éducation privée ça marche mieux que l'éducation publique. Et alors quand je dis ça en conférence, j'ai des gens outrés qui me disent mais vous vous rendez pas compte, vous allez faire une éducation à deux vitesses avec une pour les riches, une pour les pauvres. Et je dis mais non, ça marche pas comme ça le marché. C'est pas un gros mot. Ça veut dire que si vous faites ça, effectivement, vous aurez une éducation peut-être pour les riches qui va coûter cher et une autre de moins bonne qualité, moins chère pour ceux qui ont moins de moyens. Sauf que ce que dit la théorie économique, c'est que ça, c'est vrai à court terme, mais très rapidement, vous avez une opportunité pour un entrepreneur, un Xavier Niel, ce qu'il a fait dans la téléphonie, pour dire moi, je vais vous donner de l'éducation de qualité et je casse les prix et qui récupère tout le marché. C'est ce qu'il a fait dans les télécoms et ça a apporté un pouvoir d'achat immense à tout le monde. C'est ça le rôle de l'entrepreneur. Je crois que c'est Frédéric List qui disait ça, c'est que quand vous avez un espace sur un marché, il y a un entrepreneur qui arrive et qui casse les prix ou qui fait la même chose en moins cher ou alors qui fait mieux au même prix et du coup vous créez de la valeur comme ça. Donc moi je crois que c'est
nos interactions, ce qu'on appelle le marché, qui est notre meilleure garantie en réalité contre les abus de pouvoir. Mais pour ça, il faut que l'information soit diffusée, enfin tout ce que tu as expliqué avant qui est très vrai. Évidemment, s'il y a un acteur qui contrôle tout, que ce soit la tech ou l'information, là on ne peut rien faire. Mais lorsque tu laisses les groupes humains faire, interagir, laisse la concurrence se développer, tu règles tous les problèmes normalement. C'est l'État le problème en réalité aujourd'hui. J'ai l'impression que les scénarios diffèrent beaucoup en fonction de si on pense que le passage entre une IA de niveau humain et une IA qui est vraiment super intelligente, mais de plusieurs ordres de grandeur à l'humanité, va être rapide ou lent. Parce que si on pense qu'il est rapide, bah forcément, ça sera une seule entreprise qui aura le monopole sur cette IA. Et imaginons par exemple OpenAI demain crée une IA qui s'auto-améliore très rapidement, fait des successions d'elle-même en quelques minutes par exemple. Bon, bah c'est l'IA de OpenAI qui contrôle absolument le monde entier, quoi. Mais c'est plus OpenAI, c'est qu'elle en perd le contrôle. On est d'accord. Ça devient une IA qui devient une espèce plus évoluée que l'humain et qui décide si elle a envie de travailler avec nous, si elle dit les humains, allez jouer dans un zoo et laissez-moi tranquille. Enfin, là, OpenAI perd complètement le contrôle aussi. C'est l'un des sujets, l'alignement. Moi, je crois que c'est pas le sujet à court terme. Je pense qu'à court terme, il y a des enjeux business beaucoup plus importants sur ces sujets-là que l'IA qui développe sa propre conscience. Alors peut-être que je me trompe et que je suis, comme beaucoup, à ne pas voir l'accélération, même si je sais que c'est très rapide. Je pense qu'on va d'abord passer par une lente phase de plateau avec une intelligence artificielle générale, mais pas encore la super intelligence consciente d'elle-même. Et que déjà, cette phase-là va être bouleversante pour l'humanité parce que ça change tout. Oui, et il y a aussi un aspect où tu disais que finalement la démocratie c'était pas le meilleur des systèmes et puis que si on pouvait avoir une sorte de dictateur éclairé ça serait presque l'idéal. Et je suis globalement assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que si ça peut paraître étonnant parce que vraiment dans mes interviews et dans les interventions que je fais, je mets beaucoup en avant la démocratie, mais je pense vraiment qu'une super intelligence, si elle est vraiment des milliers de fois plus intelligente que l'humanité par exemple, elle peut comprendre chaque humain de façon infiniment mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes et vraiment prendre des décisions qui sont utiles pour le plus grand nombre. Par contre, le problème, c'est que je pense qu'actuellement, j'ai personnellement aucune confiance en OpenAI quand ils disent on va développer une super IA qui est bénéfique pour l'humanité. C'est ce qu'ils mettent sur leur site web. Mais à part mettre ça sur leur site web, franchement, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent faire? Quand on voit le passif d'entreprises comme Facebook, qui a contribué à des génocides au Rohingya, qui a manipulé des élections présidentielles, qui détruisent, qui amènent à plein de dépressions chez les jeunes filles, ils le savaient, et ils ont continué à développer leurs algorithmes dans ce sens. C'est vraiment des entreprises qui ont un passif absolument désastreux, et donc je leur ferais vraiment pas du tout confiance pour que ce soit elle qui crée le dictateur IA bienveillant, tu vois. Ouais, mais tu vois, tu réponds à la question parce que, évidemment, toutes les entreprises ou tous les groupes humains, même politiques, qui ont un peu de pouvoir, ils tendent à en abuser. C'est ce que tu as cité sur Meta, sur Facebook, mais c'est pas les seuls. Hein. Tu sais, tu peux prendre tous les géants de l'agroalimentaire, de la pharma. Ils ont tous, à un moment donné, essayé de faire du lobbying, d'abuser, etc. C'est normal. Par contre, à partir du moment où l'information circule, ça les oblige à abuser de moins en moins et être de plus en plus honnête. Encore une fois, c'est le marché qui règle ça. Tu as un scandale dans l'agroalimentaire, tu montes les standards. Tu as un crash dans l'aviation, tu renforces la sécurité. Tu vois, ça fonctionne encore une fois que par essai et erreur, malheureusement en minimisant les erreurs. Mais tous les scandales tous les scandales actuels sont des scandales en moins à venir parce que tu forces à jouer le jeu. C'est comme la coopération dans les groupes humains. Si tu triches, t'es exclu. Si tu as la réputation de ne pas tricher, on continue à t'inclure et tu continues à interagir dans un groupe humain. C'est la même chose avec les entreprises. On converge vers une obligation de création de valeur. Et encore une fois, c'est pareil dans l'agroalimentaire. Tu as plein de sociétés, de boîtes d'agroalimentaire qui ont vendu de la mauvaise qualité et qui sont en train de monter en gamme partout. Parce que c'est le sens de l'humanité. Évidemment que si tu peux faire un quick win dans n'importe quel business à court terme et trahir tes consommateurs, et que ça se voit pas et que ça te fait gagner beaucoup d'argent à court terme, il y en a qui vont jouer le jeu jusqu'au scandale et après, obligation de rentrer dans le rang. Mais encore une fois, je pense que c'est le marché qui règle ça et la libre circulation de l'information. Je suis beaucoup plus rassuré d'avoir des IA en concurrence qui vérifient entre elles l'information. Il faut des IA en gros qui aillent contredire des IA. Il faut que Perplexity dise OpenAI raconte n'importe quoi et celle de Meta qui viennent la contredire. Et quand on fera ça, on va limiter cette asymétrie d'information et converger vers du vrai. Et je dis pas que c'est le cas actuellement, mais encore une fois, je pense que c'est le marché qui règle ça. C'est nous. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec les géants de la tech actuels,
c'est quand même que, par exemple, une entreprise comme Meta a eu tous les scandales que j'ai cités, et pourtant, elle est toujours là et elle est toujours aussi puissante. Et une entreprise comme Google, c'est pareil, ils ont viré leur équipe d'éthique, ils ont obligé leurs employés à adopter un ton positif dans les papiers de recherche. Donc c'est vraiment des techniques que même Big Tobacco ou Big Oil n'auraient pas osé utiliser, quoi. Ils faisaient la même chose. Hein. Oui, mais là, on est à un niveau qui est vraiment fou. Je crois que c'est 87% des chercheurs enseignants qui ont été employés ou qui ont reçu des subventions des big tech dans leur vie. Vraiment, c'est un niveau de monopole. Puis aussi au niveau des infrastructures. Ils contrôlent les infrastructures, les câbles sous-marins. Enfin, il y a vraiment un aspect, où j'ai l'impression que c'est plus que de simples entreprises habituelles qui fonctionnent par concurrence, mais vraiment des monopoles qui sont en train de se mettre en place et qui sont plus puissants que certains États dans certains cas. Et puis la deuxième chose, donc la première, c'était vraiment que finalement, est-ce que ce mécanisme de concurrence fonctionne vraiment avec les big tech, étant donné qu'il y a quand même des scandales et puis on voit que ça ne change pas grand chose. Puis la deuxième chose, c'est que si ça fonctionnerait par mécanisme d'essai-erreur. Mais est-ce que là, avec une super intelligence artificielle, on aura vraiment l'opportunité d'avoir un mécanisme d'essai-erreur? Il risque surtout d'y avoir une entreprise qui développe ça, puis une fois qu'elle l'a développé, c'est fini, quoi. On a déjà perdu le contrôle. Il n'y a pas ce mécanisme d'essai-erreur qu'on peut avoir parce qu'on est en train de créer la dernière technologie que l'humanité aura jamais à créer. Ouais, alors ça c'est la thèse de Nick Bostrom qui dit que l'IA c'est la dernière invention de l'humanité. Ça je te rejoins et je le rejoins depuis très longtemps. Je pense que c'est la dernière chose qu'on va faire puisque tout ce qu'on invente encore une fois c'est de l'essai-erreur et c'est un algorithme et l'IA est un algorithme et elle va tout faire mieux. Par contre là où je suis pas d'accord avec toi, c'est moi au contraire je pense qu'il y a une vraie concurrence entre les big tech et que ça marche. Le meilleur exemple c'est OpenAI. Google ils sont terrifiés de l'avancée d'OpenAI et du coup ils mettent le paquet et du coup ils vont être obligés d'aller, je sais pas, de dire nous on a plus de transparence, on source mieux, etc. Ce que tu dis sur la recherche c'est très vrai, mais tu sais sans IA ça existait déjà. Il y a énormément de chercheurs, de gens qui ont des doctorats, qui ont manipulé des données. Moi j'ai fait une prédiction il y a déjà longtemps, j'ai dit avec l'IA qui va relire tous les papiers scientifiques, il y a énormément de chercheurs qui vont perdre leur doctorat parce qu'on va se rendre compte que leur thèse était fausse, que les données étaient fausses, qu'ils ont triché, qu'ils ont menti, etc. On va se rendre compte qu'il y a plein de gens qui ne méritent pas leur doctorat et qui ont utilisé ça juste pour avoir un titre et ensuite avoir une expertise et une respectabilité qu'ils ne méritent pas. Tu vois, l'IA va tout savoir, va tout lire, va tout comprendre. Mais pour ça, il faut qu'on ait des IA en concurrence les unes avec les autres. Tu sais, il n'y aura pas qu'une seule IA. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir des armées, des millions de petites entités d'une intelligence extrême, les super-intelligences, en concurrence. La vie fonctionne avec des systèmes et des interactions de trucs dans les systèmes. Au global, ça produit quelque chose. C'est peut-être ce que toi t'appelles super-intelligence, mais moi je pense que ça va être au contraire plein de super-intelligence, chacune qui aura évolué vers des niveaux extrêmes, mais avec des paramètres différents, qui vont être en concurrence les uns avec les autres. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous faire part d'un changement important. Ces derniers mois, je vous ai maintes et maintes fois rappelé que ce podcast n'est pas rentable et que mes réserves s'épuisent petit à petit. Mais aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que c'est de moins en moins le cas. Encore mieux, j'ai pu doubler la cadence de sortie des épisodes et reprendre les vidéos d'analyse sur ma chaîne principale, Le Futurologue. J'espère sincèrement pouvoir continuer à faire grandir ce projet afin de donner à chacun les outils pour comprendre ce qui se joue et ne pas laisser notre avenir entre les mains des géants de la tech. Si vous pensez que ce travail a de la valeur et que vous voulez m'aider à le pérenniser, me soutenir financièrement est, sans aucun doute, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire. Tous les liens sont en description. Je pense vraiment que ça va dépendre de la vitesse de décollage. Parce que si vraiment tu as une super IA qui s'améliore très rapidement, cette IA peut très rapidement devenir beaucoup plus intelligente que toutes les autres et elle a intérêt, si elle veut poursuivre son but, quel que soit son but, à faire en sorte qu'il n'y ait pas des IA concurrentes qui émergent. Par contre, si le progrès est plus lent, que le passage du niveau humain à une super intelligence se fait sur quelques années par exemple, là c'est possible que plusieurs IA de plusieurs entreprises arrivent plus ou moins à des niveaux similaires. Mais à mon avis, personnellement, c'est pas le scénario que j'ai par défaut en tout cas. Alors déjà, peut-être que tu as raison, c'est une super IA qui décolle, elle prendrait un monopole sur tout peut-être, mais intérieurement, elle aurait des sous-IA qui seraient obligés de contredire certaines IA, et que ça ferait globalement, en termes de système, émerger une super intelligence, mais à l'intérieur, il y aurait, comme nous, il y a plein de molécules qui interagissent et qui font émerger des trucs. La question, c'est, une fois que cette IA décolle, qu'elle est plus intelligente que toutes les autres sur des ordres de grandeur exponentiels, qu'est-ce qu'elle fait, cette super IA, en fait? C'est quoi son but? Si elle sait tout, elle comprend tout, elle optimise, elle lutte contre l'entropie mieux que tout, parce que c'est ça le but final. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est quoi son but?
Elle construit des trucs, elle se débarrasse de toute la vie et c'est la seule qui existe. Au contraire, elle améliore la vie. Enfin, c'est des vraies questions philosophiques et métaphysiques terrifiantes. C'est quoi son objectif, à part la lutte contre l'entropie? Et à quoi ça ressemble une IA qui a lutté de manière super efficace contre l'entropie? Nous, ça a donné le vivant, les mammifères au cours de l'évolution, mais demain, c'est quoi? Est-ce que c'est juste des signaux électriques et des réactions chimiques optimales sans matière? Enfin, c'est terrifiant, en fait, comme question. Ça, personne n'a la réponse. Je te dis juste qu'à court terme, en tout cas, je pense que c'est la concurrence qui nous protège, à condition que l'information puisse circuler librement. Je ne dis pas que c'est simple, parce que tu as énormément d'intérêts contradictoires entre le politique, les grands groupes, les lobbies, les machins, etc. Normalement, quand l'information circule et qu'il y a de la concurrence, tu arrives à avoir un équilibre qui convient à peu près à tout le monde. Mais comme toujours, il faut éviter qu'il y ait un groupe d'acteurs ou un acteur qui prenne trop de pouvoir. Mais là, je pense qu'on est en plein dedans. Tu le vois avec Musk aux États-Unis, qui est en train d'essayer justement de rentrer un peu dans le système parce qu'il a vu qu'il y avait des intérêts qui le freinaient. Alors moi, j'ai très peur pour lui aujourd'hui. Je me dis, là, il met sa vie vraiment en danger. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'on est à une époque où il faut dépasser les États. Je suis beaucoup moins rassuré que ce soit les États qui gèrent des enjeux importants. Je pense que guérir toutes les maladies, ça doit être confié à ces entreprises de la tech, et même plus à eux qu'à des laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Mais tu vois, c'est encore une fois la concurrence qui règle ça. C'est plus les laboratoires pharma qui règlent les maladies. Demain, ça va être les géants de la tech. Et c'est ça l'évolution, c'est ça la concurrence, c'est ça le marché, c'est nous, c'est des gens qui travaillent là-bas et qui inventent ça. Et demain, peut-être une super IA. Mais oui, la question, c'est comment on maintient des intérêts alignés entre cette IA et nous pour éviter de disparaître de manière prématurée. Oui, ce que je trouve compliqué aussi avec cet aspect de concurrence des géants de la tech, c'est que souvent ce qu'on voit, c'est que maintenant, certains géants, je pense par exemple à Apple, Meta ou Google surtout, ils ont des positions où ils ont tellement d'argent que dès qu'il y a des petits acteurs qui émergent et qui pourraient faire les choses différemment, ils vont les racheter pour éviter que ça soit le cas, quoi. C'est ce qu'on voit actuellement, je crois, il y a, en tout cas au moment où on enregistre, il y a Apple qui est en discussion avec Perplexity pour peut-être les racheter ou d'autres. Donc il y a cet aspect-là. Puis il y a aussi l'aspect que c'est les mêmes qui détiennent les canaux d'information. Genre, aujourd'hui, la majorité de l'humanité s'informe via les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sont gérés par ces mêmes entreprises. Donc, ils peuvent aussi contrôler un peu l'information dans le sens qui les arrange. Et puis, la dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur l'aspect démocratique. Parce que j'aimerais vraiment faire comprendre que quand moi, je parle d'IA démocratique, que je souhaiterais, c'est pas une IA gérée par l'État. Pour moi, une IA gérée par l'État, elle serait pas démocratique en fait. Elle marcherait pas. L'État n'est pas démocratique actuellement. Il représente pas les intérêts du peuple. Par contre, par exemple, dans des systèmes où il y a des démocraties beaucoup plus directes, par exemple, moi j'habite en Suisse, avec des référendums d'initiative citoyenne, ça fonctionne beaucoup mieux, les gens sont beaucoup plus satisfaits. C'est pas la peine d'en rajouter, on est assez jaloux. J'imagine. Mais c'est plus à ce genre de processus-là où j'aimerais vraiment que s'il y a une super IA qui émerge, déjà on essaye d'en avoir le contrôle d'une manière ou d'une autre, puis surtout que les valeurs sur lesquelles elles soient alignées, ça soit les valeurs des gens et pas les valeurs de quelques milliardaires de la Silicon Valley, quoi. Tu sais, c'est toujours la même chose, même sans parler technologie, dans les groupes humains, les élites ont toujours voulu dominer le peuple, ont asservi le peuple. C'est ce qui a donné toutes les révolutions, ce qui a donné l'émergence de la démocratie, de tous nos systèmes modernes, etc. Mais moi, je dis juste que c'est peut-être plus les systèmes adaptés et efficaces aujourd'hui, avec encore une fois, toutes les restrictions, toutes les warnings que je sais sur le fait que dès que tu donnes trop de pouvoir à quelqu'un, il peut en abuser. Mais effectivement, la Suisse est un très bon modèle de décentralisation qui fonctionne très bien, avec un rôle de l'État minimum, qui respecte ses citoyens, qui respecte le droit de propriété. Le problème des systèmes où les États interviennent, c'est qu'en fait, c'est une course sans fin à l'intervention qui rogne de plus en plus sur les libertés, le droit de propriété, qui met des normes dans tous les sens, et ça finit par contraindre tout le monde. C'est une autodestruction. C'est juste ça, en fait, que j'aimerais retirer. Mais si on ajoute une super IA là-dedans, qu'on soit franc, on n'a aucune garantie sur rien. Encore une fois, la super IA, elle peut régler tous les problèmes, mais elle peut décider soit que c'est nous le problème, soit de ne pas jouer le jeu, et de se débarrasser de nous. Encore une fois, dès qu'on arrive à la super IA, c'est terra incognita. Là, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et on est peut-être trop peu intelligent pour maîtriser quoi que ce soit. Et puis, comme je te disais aussi en préambule, je crois que de toute manière, nous, c'est une de mes grandes thèses depuis longtemps, on ne maîtrise pas grand-chose. On n'a pas décidé d'être là. Encore une fois, on est la conséquence de l'évolution. Et puis surtout, on ne décide pas grand-chose. Moi, je ne crois pas au libre arbitre. Je fais partie de ceux qui, comme Benjamin Libet, pensaient que nous ne décidons rien,
que nous sommes décidés par notre système nerveux et plein de trucs qui nous impactent à court terme, à moyen terme, à long terme. À long terme, c'est la génétique dont tu as hérité avec tous tes comportements incarnés depuis des millions d'années. À moyen terme, c'est ton enfance, ton éducation, enfin tout ce qu'il y a autour de toi contraint par ta génétique. Et à court terme, c'est si tu as bien dormi la veille, ce que tu as mangé, si tu t'es engueulé avec quelqu'un. Enfin, tu vois, tout ça nous influence, mais on décide pas grand-chose. En réalité, on a même découvert dans le cerveau qu'en fait, nos décisions, on décide d'abord et quelques millièmes de secondes après, on se raconte une histoire pour justifier pourquoi on a décidé. Mais en réalité, c'est une illusion. C'est ce que disait Spinoza et qu'on découvre en neurosciences. Mais je reste persuadé qu'avant la super-intelligence, on va vivre des années extraordinaires avec une IA générale qui va régler plein de problèmes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les dangers que tu évoques souvent sur ta chaîne, c'est que ça tombe dans de mauvaises mains et qu'on donne trop de pouvoir à ces IA auprès d'individus qui ne mériteraient pas ce pouvoir pour développer des armes, des bactériologiques, ce que tu veux. Et là, je pense qu'il y a des IA qui doivent être bridées, notamment sur le côté militaire, des choses comme ça, pour les questions de terrorisme, etc., qui sont très importantes. Mais sinon, je pense, comme dans la Silicon Valley, qu'on va entrer dans une ère d'abondance et que ça va être absolument génial. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les géants de la tech sont vraiment tous engagés dans cette course à la super intelligence artificielle. Et si tu penses qu'il y a des risques assez forts quand même qu'on en perde le contrôle ou qu'elle mène à l'extinction humaine, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de courir, voire même d'accélérer, comme tu le proposes, vers des IA de plus en plus puissantes qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et même déjà aujourd'hui, j'aimerais quand même mettre l'accent là-dessus, on voit déjà des comportements émergents dans les IA actuelles où elles essayent de s'auto-préserver, où elles mentent. Pendant les phases de test, par exemple, les IA vont mentir. Donc on voit qu'en fait, elles ont vraiment un objectif final et elles vont faire tout ce qui est possible pour elles en tant qu'objectif intermédiaire pour atteindre cet objectif final. Et ça, c'est avec les IA actuelles. Donc tu vois, qu'est-ce que ça va donner avec les IA générales, avec les super IA ? En fait, puisqu'elles fonctionnent comme le vivant par essai-erreur et qu'elles maintiennent leur suivi, elles développent tout ce qui émerge dans le vivant, chez les animaux et chez les humains. Les humains mentent parce que ça optimise leur survie, ils trichent quand ils peuvent le faire, c'est de la théorie des jeux, il y a des cas où ils trichent, d'autres où ils coopèrent. Et en fait, les IA font la même chose, puisqu'on est basé sur le même fonctionnement d'essai-erreur et de survie. Donc on ne peut pas leur en vouloir. C'est la nature du vivant, cet algorithme. Mais ce que je crois, c'est qu'effectivement... à un moment donné, on va en perdre le contrôle, c'est une évidence. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix que d'accélérer puisque il n'y a pas de gouvernement mondial. Donc on ne peut pas les interdire, ces IA. On peut crier aussi fort qu'on veut, et je respecte tous ceux qui demandent des pauses, etc. Ils ont raison d'informer. Le problème, c'est que sans gouvernement mondial, on ne peut pas l'interdire. Et même avec un gouvernement mondial, ça serait très difficile. Tu peux l'interdire, mais tu as quelqu'un dans un garage qui le fait, et tu laisses l'IA super intelligente émerger, et c'est terminé. Mais tu sais, déjà, parler d'IA générale et de super intelligence, on a déjà fait un progrès considérable. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand j'abordais ça dans mes conférences, tu avais plein de gens qui disaient que c'était n'importe quoi, que ça n'arriverait jamais. Juste quand j'avais extrapolé le deep learning qui reconnaissait les cancers sur des images médicales, et je disais, vous allez avoir la suite de ça, ça va être des assistants qui pilotent vos ordinateurs, qui vont être capables d'être vos experts, de faire des tâches, qui vont discuter entre eux, tu vois, les agents. Quand je disais ça, j'ai une conférence de 2015 sur YouTube où j'explique tout ça. T'as la moitié des gens qui disaient c'est n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. On est en 2025, on a tout ça. On n'a pas encore l'autonomie totale de l'AGI, c'est en train d'arriver. Mais déjà, on a fait un grand pas. Et je pense que ça va devenir naturel, tout ça. Quand l'IA va commencer déjà à régler des problèmes extraordinaires, comme on le voit, le diagnostic des maladies, des choses comme ça aujourd'hui, les gens vont prendre ça plus au sérieux. Quand elle va commencer à nous dire non, ça va faire la une de la presse. Une IA a trouvé un remède spectaculaire pour une maladie, mais elle refuse de le donner aux humains parce que pour telle ou telle raison. Là, ça va faire la une de la presse et tout le monde va en parler. Et là, on va se dire, ah ouais, là, on est relégué au rang d'espèce là, qui n'est plus la plus intelligente. Mais encore une fois, c'est la suite de l'évolution et du vivant, d'aller vers toujours plus de maîtrise de l'entropie. On n'est qu'un cas particulier destiné à survivre, d'assez mauvaise qualité, et on est en train de se faire remplacer. Et c'est très bien, c'est la logique du vivant, on ne peut rien faire contre ça. Mais du coup, est-ce que tu considérerais quand même que ça serait problématique si l'intelligence artificielle mène à l'extinction humaine, mais qu'elle continue, elle perpétue... Je préférerais continuer à vivre, oui, comme beaucoup de gens, mais... Non, parce qu'il y en a qui défendent ça très sérieusement. Il y avait eu le cas de Larry Page, Jim Tsai, ou Sergey Brin, je ne sais plus, qui avait dit ça à un anniversaire, puis Elon Musk qui avait dit non, moi je veux que les humains perdurent, et il avait traité Elon Musk de spéciste qui voulait absolument privilégier les choses basées sur le carbone plutôt que le silicium, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Il y a des gens vraiment... Puis il n'est même pas d'accord avec ça, Elon Musk. Il est en train de dire qu'on va se mettre des puces dans le
cerveau et qu'on va devenir des On est machines. d'accord, Donc ouais. en réalité, il est en train de dire on est en train de faire une nouvelle espèce et il faut qu'on en soit. Non, la question c'est est-ce qu'on aura le temps dans cette période de transition où on va pouvoir devenir des machines avec l'IA, la faire rentrer en nous, converger, enfin devenir quelque chose d'hybride avant que la super-intelligence nous dépasse et décide soit de se débarrasser de nous, soit de jouer sans nous, soit... Mais il est clair que notre... Tu sais déjà, moi je suis stupéfait dans mes conférences, le nombre de gens qui me disent mais les humains vont plus être intelligents avec l'IA, ils vont tout des... Je leur dis mais... Puis il y a des études qui sont sorties qui montrent que ça grille le cerveau, etc. Mais je leur dis mais franchement, vous en connaissez beaucoup des gens intelligents. La gaussienne, elle est ultra... Enfin, les basses, déjà, la gaussienne, elle est très serrée. Des gens intelligents, il y en a très très peu dans l'humanité. Tout le monde pense être un Einstein, mais c'est pas vrai, on n'est pas des Einstein, il y en a très peu. La créativité, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui me disent, mais l'IA, elle va nous rendre paresseux, on sera plus créatifs. Mais je dis, vous en connaissez beaucoup des gens créatifs, il n'y en a pas, c'est très rare sur la gaussienne. Et donc, c'est très bien qu'en fait, l'IA nous dépasse là-dessus. Parce que, encore une fois, on va rentrer dans une société qui n'aura plus rien à voir. Mais comme je le disais, moi, je suis beaucoup plus inquiet sur... comment tu vas occuper les humains en fait. Parce que si tu donnes accès à cet outil ultra puissant qui permet à chacun d'avoir le même niveau d'expertise, de beauté, de tout ce que tu veux, enfin tu mets tous tes curseurs au max avec une IA, tu modifies tes gènes parce que ça coûte plus rien, enfin bref, tu n'as plus aucune distinction entre les humains, et les humains si tu veux, les humains, tous les êtres vivants fonctionnent avec de la concurrence, pour les ressources, pour l'accès aux femelles pour les mâles, pour la reproduction, pour la survie, pour tout ça. Et plus on est dans une société qui se développe, plus il y a de gens qui ont accès à ces ressources, à la reproduction, à la survie, etc. Mais tu as toujours de la concurrence. Le statut social, la politique, les affrontements idéologiques, les groupes humains. Enfin, tu vois, tout ça, c'est une tension entre de la coopération et de l'affrontement, et ça fait avancer la société. Mais si tu mets tout le monde au max au même niveau, comment tu te différencies? Et je me dis, mais pour les élites, tu vois, par exemple, ça va être terrible. Il y a énormément de gens en ce moment qui dépriment chez les élites parce qu'ils se disent, mais en fait, j'ai plus d'avantage concurrentiel face à l'IA. C'est absolument terrifiant de se dire ça pour eux. Et ils ne l'acceptent pas. Et donc je pense qu'on va aller vers une société où on va être obligé de se dire, mais finalement, rien ne nous différencie plus. Tout ce qui a fait la compétition par essai-erreur sur des millions d'années d'évolution, on a réglé ce problème. Et du coup, il va falloir qu'on coopère sur autre chose puisqu'on n'est plus différencié. Mais je pense que la transition va être violente parce que... les humains, encore une fois, sont en compétition pour la survie, la reproduction, les ressources. Et là, tu casses toutes les barrières à l'entrée. Tu permets à n'importe qui aujourd'hui de développer une appli alors qu'il n'est pas codeur. Tu vas permettre à n'importe qui d'avoir accès à la chirurgie esthétique et de transmettre ses gènes alors que s'il n'y avait pas eu accès, il ne les aurait pas transmis. Ou pas avec la même personne. Enfin, tu vois. Et donc, comment tu gères cette dynamique-là? Et le deuxième truc, c'est les neurotransmetteurs comme la dopamine. Alors, je crois que j'ai déjà évoqué ça dans un podcast, mais c'est que notre dopamine, elle a des rendements décroissants. Tu vois, quand tu bois une gorgée d'eau quand tu as soif, ça te fait beaucoup plaisir, beaucoup de dopamine, mais la gorgée d'après, un peu moins, ça monte, mais de moins en moins. Et en fait, là, on est en train de mettre les niveaux de dopamine au max, parce qu'on va te donner accès à tout en appuyant sur un bouton. Et la question, c'est comment tu fais pour avoir du bonheur, du plaisir et faire des efforts dans ce que tu fais dans ta vie lorsque tu as accès à tout ça en illimité, en abondance. Ça, c'est terrifiant pour les humains. Et je ne sais pas comment ils vont... Parce que sous la Rome antique, tu sais, on calmait les populations avec du pain et des jeux. Aujourd'hui, ça s'appelle Instagram, ça s'appelle Netflix, ça s'appelle le porno en ligne, ça s'appelle les jeux vidéo, ça s'appelle tout ce monde virtuel qui nous donne de la dopamine artificielle. Mais comment est-ce qu'on va faire lorsque tout le monde aura ça au max et qu'on va se lasser très vite de tout? Et là, j'ai peur que... Tu connais ce livre de Jean Giono, Un roi sans divertissement? C'est un livre que je recommande à tout le monde qui est fondé sur le divertissement des pensées de Pascal. Pascal, il disait qu'en fait, toute notre vie, on se divertit, c'est-à-dire on pense à autre chose que notre destin qui est de mourir. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est se divertir. On travaille, on a des relations, c'est pour pas penser à la mort. Et Jean Giono, dans Un roi sans divertissement, en fait, c'est l'histoire d'un type qui se met à tuer des gens juste pour voir le sang répandu sur la neige, parce que c'est le seul truc qui lui apporte du plaisir une fois qu'en gros, il est blasé un peu de tout, etc. Et moi, j'ai peur qu'il y ait une émergence de violence, parce que les gens, en fait, ont accès à tout, et que le seul truc, en fait, qui leur redonne du sens, c'est, comme disait René Girard, de trouver un bouc émissaire chez les autres et d'essayer de les détruire. Moi, j'ai très peur de cette violence-là, parce que, comme disait encore une fois le René Girard, nos désirs sont mimétiques, on veut ce que veulent les autres, et si tous les autres ont la même chose que nous, ça va nous poser un problème, et on risque de s'autodétruire, en tout cas dans la société, entre nous. Et on voit que les risques de l'intelligence artificielle sont vraiment importants, mais donc quand je te demande sur l'aspect de est-ce qu'il faut accélérer, toi,
tu as tendance à me dire oui parce que de toute façon on n'a pas le choix. Et si maintenant, par exemple, je te donnais une baguette magique, genre contrôle total sur l'humanité, et en un claquement de doigts, si tu le souhaites, tu as un vœu et tu peux mettre en place une pause mondiale dans l'IA jusqu'à ce qu'on sache comment l'aligner, comment faire en sorte qu'elle soit sécurisée. Est-ce que tu le ferais ? Ah bah si on a les moyens d'avoir la réponse à cette question, évidemment que je ferai. Donc c'est plus une question pratique qu'une question théorique. Disons, si dans l'idéal, tu ne serais pas contre une pause, c'est juste que tu penses que ce n'est pas faisable, c'est ça ? Je pense que déjà c'est plutôt l'IA qui devrait répondre à cette question, parce qu'elle saurait mieux que nous. Mais non, moi je me sens plus proche d'Elon Musk là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on devienne nous-mêmes des machines. Et que le meilleur moyen de ne pas se faire débrancher, c'est d'avoir les puces dans le cerveau de la manière la plus naturelle possible, la plus hybride, sans danger. Et qu'on puisse... En gros, parce que c'est une histoire de bande passante en fait. Les IA vont faire la même chose que nos cerveaux. J'ai dit, nos cerveaux, c'est des LLM, c'est juste que les IA vont faire plus vite, mieux, et donc forcément avoir plus d'intelligence. Mais si c'est que ça, l'intelligence, entre guillemets, il faut juste qu'on trouve un moyen d'y être connecté en permanence sans être débranché. Et donc l'idée, c'est peut-être qu'on ait soit des puces dans le cerveau, soit des data centers dans nos corps qui fait que ça devienne indispensable à faire tourner les IA. Enfin bref, qu'on devienne des IA nous-mêmes indispensables dans cet écosystème et qu'on continue à prolonger une espèce de vie artificielle. Alors c'est complètement hybride, ce qui est complètement utopique ce que je raconte. Mais je pense que ça va être le seul moyen. Je ne crois pas qu'on puisse cohabiter à l'extérieur de l'IA trop longtemps sans que, soit je te dis, elle refuse de jouer avec nous, ou elle refuse de... ou elle nous extermine, ou alors elle nous met dans un zoo. Et... Après, tu as des gens, tu sais, dans la thèse, depuis longtemps, c'est de dire qu'on est déjà dans un monde virtuel, artificiel, créé par une espèce plus intelligente, ou un ordinateur géant quantique. Elon Musk pense qu'on est dans un ordinateur quantique et que tout ça est une illusion pour nous faire vivre. Peut-être, probable aussi, j'en sais rien, mais... en tout cas, ce qui me plaît, c'est de voir cette accélération et de se dire qu'on a une chance inouïe de vivre ça, quoi. Peu importe le résultat, je trouve que c'est une période quand même hyper excitante. C'est vrai que c'est vraiment fou. Genre, la plupart des humains ont vécu dans des périodes où il ne se passait pas grand chose. Le monde à leur naissance et le monde à leur mort étaient relativement similaires. Et très court. Nous, on a au moins la certitude que ce ne sera pas le cas. Est-ce que ce sera mieux ? Je ne sais pas. Et on a Mais en tout déjà cas, vu ça des sera trucs différent. incroyables. Entre Oui, notre naissance, enfin ta génération et la mienne, entre notre naissance et maintenant, il s'est passé des trucs déjà incroyables. Enfin, Il y a une véritable accélération on de a l'histoire. une stimulation intellectuelle, morale, sur tous les plans qui est juste hors du commun, et c'est que le début. Après, sur l'aspect de la fusion avec l'intelligence artificielle et l'idée de mettre des puces dans le cerveau, moi, il y a en tout cas 4 points principaux qui font que je pense que c'est pas réaliste. La première, c'est d'un point de vue de la temporalité. Ça, c'est toi-même, tu l'as mentionné, mais je pense qu'en fait, on aura des IA générales, voire des super intelligences, bien avant qu'on aille les technologies pour pouvoir mettre des puces dans le cerveau des humains. La deuxième, c'est que malgré ça, même si c'était possible, l'IA resterait quand même supérieure. C'est-à-dire qu'on a des limitations physiques de par notre cerveau, de par l'agencement de nos organes, etc., qu'une IA n'a pas. Une IA peut penser beaucoup plus vite que nous, elles font des tâches 50 fois plus vite que nous, 24 heures sur 24, elles n'ont pas besoin de dormir, elles ont pas les besoins physiologiques qu'on a. Enfin, elles ont vraiment... Et puis, comme je l'ai dit, elles peuvent être multipliées des millions de fois comme on veut. Ça, c'est un truc de fou. Genre, pour avoir un humain qui est un minimum intelligent sur certaines tâches, ça prend au moins 20 ans avec des études, de l'éducation, des machins. Là, on a juste à faire copier-coller sur un fichier et c'est bon. Donc, il y a vraiment un aspect où, en fait, il y a des avantages concurrentiels qui sont énormes. Elles peuvent s'auto-améliorer, améliorer leur propre architecture. C'est du vivant accéléré, en fait. Exactement. Mais tu poses la bonne question, c'est quelle est notre valeur ajoutée face à ces algos, quoi. On est des algos inefficaces, inefficients. Non, pas inefficients, plutôt efficients, parce qu'on utilise assez bien notre énergie. Les IA sont moins efficientes que nous, mais ça pose la question de notre valeur ajoutée. C'est comme dans l'entreprise aujourd'hui, hein. La plupart des gens n'ont plus de valeur ajoutée face à l'IA, c'est une réalité. Et ben, nous, en tant qu'humains, on n'en aura plus face à l'IA non plus. Et face à la machine consciente, oui, ça risque d'être une transition difficile à gérer. Ouais. Et les deux autres aspects qui me rendent un peu sceptique de cet aspect de la fusion avec la machine, c'est aussi que finalement, ça veut dire qu'on accepte que toute une partie de la population va être complètement marginalisée. Parce que soit il y aura des gens qui voudront pas, juste, et je pense que c'est aujourd'hui en tout cas la majorité de la population. Est-ce que ça sera le cas demain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura forcément des gens qui ne le veulent pas. Et donc on accepte dans ce genre de société que ces gens seront totalement marginalisés. Et puis le dernier truc et qui me paraît le plus important, c'est que je ne vois pas en quoi le fait de se mettre une puce dans le cerveau nous permettrait de nous préserver d'une super intelligence qui
serait motivée à nous détruire. En fait, c'est même le contraire. Genre, elle a accès au cerveau de tout le monde, elle peut pirater les cerveaux, peut-être même mettre des inputs dans nos cerveaux, donc faire en sorte que les humains fassent telle ou telle chose en fonction de la technologie. Donc en fait, pour moi, c'est même encore plus dangereux que si on n'avait pas de puce dans le cerveau, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est assez utopique de penser que ce sera suffisant. Encore une fois, c'est quelle est notre valeur ajoutée pour que les IA travaillent avec nous, qu'elles se combinent avec nous, et effectivement, c'est soit on le fait tout de suite, et à ce moment-là, on reste indispensable parce qu'on a tout construit grâce à notre biologie, et elles sont implémentées en nous, elles continuent d'évoluer à travers nous. Soit, comme tu dis, elles évoluent trop vite, sont plus intelligentes, elles se disent, mais en fait, j'ai pas besoin du vivant, j'ai pas besoin des humains, moi je suis du silicium et je lutte contre l'entropie et je me construis dans le désordre beaucoup mieux que le vivant en carbone. Et à ce moment-là, c'est une nouvelle forme de vie, effectivement, qui décide de tout ça. Mais du coup, tu es d'accord pour dire que le storytelling d'Elon Musk derrière Neuralink en disant ah bah moi j'ai développé des puces et tout. C'est du court terme. Ouais, ça va pas nous permettre de vraiment rivaliser avec l'IA. Ah non, mais ça c'est, tu sais. Parce que lui, c'est ce qu'il dit quand même. Il fait le pari en tout cas d'essayer. Je pense qu'au fond de lui-même, il sait très bien que ça risque d'être très difficile. Il l'a dit, mais en tout cas, il faut le tenter. Mais encore une fois, on est une conséquence de l'évolution du vivant. On n'a pas décidé d'être là. Peut-être que demain, c'est une nouvelle forme qui va prendre le relais. Ça vaut le coup d'essayer, évidemment. Mais rien ne nous garantit qu'on continuera à être là. Puis encore une fois, on a de la chance. Enfin, je veux dire, un humain, ça vit jusqu'à 60-80 ans. Là, on est en train de dire qu'on veut essayer de prolonger l'humanité. Ce qui est déjà, c'est déjà assez postmoderne de dire ça. Hein. La plupart des humains, ils s'occupent que de leur vie. Hein. Ils se disent, j'ai eu une belle vie, ça me suffit. Hein. Donc déjà, réfléchir à la civilisation et à l'humanité, ça veut déjà dire qu'on est avancé intellectuellement. Bah, peut-être que les machines vont tenir compte de ça. Nous, on essaie de protéger les animaux et l'environnement. On le fait mal, je suis d'accord, mais peut-être que demain, elles auront cette sagesse et elles diront, je vais protéger tout le vivant parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse disparaître mes créateurs. On pourrait dire ça aussi. Nous, on essaie de protéger les espèces, même celles qui veulent nous bouffer. Hein. Bah, ça dépend. Déjà, je pense que la plupart des animaux qui sont vivants actuellement ne sont pas dans une très très bonne posture depuis qu'il y a l'humanité, parce que ce qu'on a fait, c'est quand même accélérer leur souffrance, les mettre dans des élevages intensifs et les tuer de façon horrible et les faire vivre avant de les tuer de façon horrible aussi. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais au-delà de ça, je pense que ça va vraiment dépendre de la façon dont on entraîne l'IA. Et aujourd'hui, la façon dont on entraîne l'IA, c'est souvent en tant que maximisateur. Toutes les IA sont des maximisateurs d'un objectif particulier. Et généralement, quand on a un maximisateur, le maximisateur n'a pas intérêt à se dire « Tiens, je vais changer ma fonction de maximisation parce que je pense que philosophiquement c'est mieux, par exemple. » Il va juste maximiser jusqu'au bout. C'est pour ça que, par exemple, Nick Bostrom, il avait le fameux truc du maximisateur de trombone, où il y a une IA qui est entraînée par une entreprise de fabrication de trombones, et au final, l'univers entier finit par être des trombones, parce que juste, elle a maximisé les trombones jusqu'à la fin. Et à mon avis, ce genre de scénario est beaucoup plus probable qu'un scénario dans lequel l'IA devient de plus en plus intelligente, puis après, à un moment, elle se dit « Ah, mais en fait, fabriquer des trombones, c'est un peu stupide, je vais pas faire ça. » À mon avis, ça n'arrivera pas. Ah, moi, je pense plutôt ça. Je pense plutôt que, comme toi, tout est optimisation, mais à partir du moment où tu laisses la possibilité, dans l'atteinte de cette optimisation, de modifier son propre code, là, elle boucle sur elle-même, l'IA, et elle se dit « Mais finalement, c'est absurde de faire des trombones. » Oui, mais elle modifie son propre code pour maximiser son objectif. Tu vois, quand elle va s'auto-améliorer, c'est toujours dans l'optique de produire plus de trombones. Oui, mais moi, au contraire, si tu veux, je suis assez proche des théories de Westworld où quand tu laisses des libertés aux boucles algorithmiques, ce qu'ils appellent les rêveries dans Westworld, tu permets aux algorithmes de douter, entre guillemets, et d'essayer de se déplacer sur d'autres sujets qui n'étaient pas ceux prévus initialement. T'as des gens qui disent que le fait de faire de l'art chez les humains, ça n'a rien à voir avec notre survie, qui est la seule chose pour laquelle on a été programmé, mais pourtant c'est un truc qui émerge. Il pourrait y avoir la même chose avec des IA, hein. Elles cherchent à optimiser leur survie, mais finalement elles développent de l'art, tu vois. C'était pas un objectif prévu initialement, et ça a peut-être rien à voir avec la survie. Alors il y a des gens qui vont dire que si, mais c'est deux écoles de pensée. Mais non, on sait pas à quoi ça va ressembler, mais je suis d'accord avec toi que c'est l'un des plus grands dangers de l'humanité à moyen long terme, mais que c'est pas le plus dangereux à court terme, vraiment pas. Ok, dans quel sens ? À court terme, je pense beaucoup plus au danger, je te dis que ça tombe dans de mauvaises mains, que ce soit des pouvoirs, des terroristes, des gens qui ont des intentions malveillantes, mais à court terme, ce qui me dérange vraiment, c'est le coût d'opportunité de l'IA, quoi.
On peut faire des trucs exceptionnels avec, mais les gens, les entreprises perdent un temps fou à se concentrer sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Tu vois, il y a énormément d'argent gaspillé là-dessus. Je vais te donner un exemple de montrer à quel point on change de paradigme. Ce que je vois beaucoup dans les entreprises, c'est ils fonctionnent à l'ancienne. Ils font venir des cabinets de conseil qui cherchent des cas d'usage sur l'intelligence artificielle. Ils prototypent, ils mettent des budgets énormes, puis après ils choisissent ce qu'ils mettent en production. Ils font des POC, machin. Ça, c'est l'ancien monde. Ça coûte une fortune, c'est pas efficace. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tu mets ça dans les mains de tous tes salariés, tu donnes pas de cas d'usage, tu les laisses jouer avec et tu laisses émerger les cas d'usage. Et ensuite, ce qui a émergé naturellement, c'est darwinien, tu le diffuses dans l'organisation. C'est ultra efficace, mais ils font pas comme ça. T'as plein d'intérêts que ça dérange. T'as les cabinets de conseil qui sont là pour vendre leurs trucs qui servent à rien, perte d'argent énorme, et surtout, ça coûte rien. ChatGPT, c'est $20. T'imagines les intérêts que ça dérange, mais juste avoir ce mindset d'inverser ce que tu fais, c'est un coût d'opportunité énorme. La formation, c'est pareil. Je vois énormément d'entreprises qui disent on va former les gens à l'IA, mais elles n'ont rien compris à l'IA. T'imagines cette démagogie? C'est la première fois dans l'histoire qu'il n'y a pas besoin d'être formé à une technologie. Tu sais pas l'utiliser, tu lui demandes et il t'explique. Tu sais pas prompter, il te dit comment faire un prompt. T'es pas satisfait de la réponse, tu l'engueules, il corrige, il améliore. C'est pensé justement pour pas avoir besoin d'être formé. T'as une immense démagogie depuis que ChatGPT est sorti, avec des nouveaux formateurs IA qui se sont lancés là-dessus en disant on va former les entreprises alors qu'il n'y a pas besoin. Et leur discours, c'est de dire c'est le plus important d'être formé. Mais en réalité, les formations, elles ont été faites par ChatGPT. C'est-à-dire que tu as des entreprises qui mettent des budgets énormes sur des formations qui ont été faites par ChatGPT, vendues par des nouveaux formateurs IA qui sortent à peine de l'école et qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise, qui ne comprennent pas les enjeux business, culture, etc. Alors que ça ne sert à rien. Alors qu'en fait, il suffit de donner un abonnement de ChatGPT à ton staff, et la plupart, ils le font d'ailleurs déjà en cachette, et ils font émerger des trucs. Donc t'imagines tous les intérêts que ça dérange? Les cabinets de conseil, les formateurs, les machins. T'as énormément d'intérêts que ça dérange l'intelligence artificielle. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il suffit de l'utiliser. Et ce message-là, il n'est pas politiquement correct, parce qu'encore une fois, ça dérange trop d'intérêts. Mais si tout le monde l'utilisait, prenait l'habitude de l'utiliser, ça changerait tout. Et ça éviterait à toutes ces entreprises de gaspiller énormément d'argent pour rien. Le seul truc qui compte, en fait, c'est ce que tu fais, hein, c'est de sensibiliser à l'IA, ce que ça fait, ce qu'on peut faire avec, et juste de donner envie aux gens de l'utiliser. Une fois que tu as fait ça, normalement, tu es tranquille. Et tu peux rivaliser avec tes concurrents. Mais il y a énormément d'intérêts, d'enjeux politiques, tous ces coups d'opportunité coûtent extrêmement cher et ralentissent tout le monde, en fait. Et puis ce que je trouve particulièrement important à dire, c'est que toutes les prédictions qui avaient été faites, comme quoi les IA allaient automatiser les métiers manuels et peu créatifs, les tâches non répétitives, sont complètement fausses. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, ok, les plombiers, les maçons, etc., ils feront plus rien, les employés d'usine, ils feront plus rien. Par contre, les intellectuels, les métiers créatifs, eux, c'est eux qui vont exceller dans l'ère de l'IA. En fait, on voit l'exact inverse. Tous les métiers intellectuels sont en train de se faire remplacer parce que l'IA, c'est du traitement de l'information et les métiers intellectuels, c'est du traitement de l'information. Et puis tous les métiers créatifs aussi. Avant, on était là en mode « Ah, l'IA va nous enlever les tâches un peu chiantes à faire et puis nous, on va pouvoir peindre et créer de la musique. » Parce qu'on voit, c'est que les IA sont excellentes, déjà surhumaines, la plupart des humains, pour créer de la musique et peindre, et pendant qu'on continue à faire de la maçonnerie et tout le reste. Donc il y a une vraie inversion. Et puis aussi, un truc que je conseille vraiment à toutes les auditrices et tous les auditeurs, c'est le scénario Gradual Disempowerment. C'est vraiment excellent parce que, en fait, c'est très logique. C'est très basique comme scénario, mais c'est vraiment bien qu'il y ait des gens qui aient pris le temps de l'écrire et d'en faire un scénario scientifique, validé, etc. Parce que sinon, ça ne serait pas assez pris au sérieux. C'est vraiment cette idée que beaucoup de gens vont dire « Ah, mais en fait, tel ou tel domaine, on ne va jamais vraiment le confier aux IA parce que c'est pas sécurisé, c'est pas... voilà, il y a tout un tas de choses qui font qu'on ne va pas donner ce truc. » Et en fait, pas du tout. Parce que dès qu'il y a une pression économique, du moment que l'IA est plus performante, en fait, l'entreprise qui ne va pas mettre en place l'intelligence artificielle à ce niveau-là, elle va juste se faire complètement dépasser par les autres. Et juste par pression économique, on se retrouve très rapidement dans un monde où l'entièreté des tâches sont effectuées par par IA. Et ce qui explique justement les auteurs de ce papier, c'est que on a du coup une sorte de perte de contrôle sur l'économie. Parce que même les choses les plus basiques, les plus importantes plutôt, comme le fait d'être dirigeant, c'est peut-être
un des métiers qui pourrait être automatisé le plus rapidement, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et vraiment, les entreprises qui mettront des CEO intelligence artificielle performeront mieux que les autres. Et donc, très rapidement, on arrive à une économie où toutes les décisions économiques sont choisies par IA, quoi. Et donc là, on a vraiment intérêt à ce que ces IA-là soient alignées avec les valeurs humaines. Et encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas faire ça. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit. Le fait que les CEO soient remplacés par des IA, moi, c'est un truc que je dis déjà depuis 10 ans et on me prenait pour un fou, mais en fait, un CEO, c'est un algorithme comme un autre. Sur la créativité, tu as raison, je partage entièrement. Je disais déjà en 2015, l'IA va écrire de la musique, rédiger des romans, parce que tout n'est que combinatoire mathématique, c'est un assemblage de données. C'est ce qu'on fait quand on fait de la créativité et les IA font ça mieux que nous. Mais tu sais qu'en conférence, quand je dis ça, j'ai énormément de levées de boucliers. De gens qui me disent non, l'IA ne fait que répéter ce qu'il y a dans les données, elle ne pourra jamais créer en partant de rien. Mais ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, les humains non plus, ils créent jamais en partant de rien. Ils ne font tout, everything is a remix. On dit tout est un remix de données, de combinaisons, de choses. Enfin, c'est de la combinatoire mathématique. Et un humain, que ce soit un artiste ou autre, il mélange ses influences, il mélange toute la data qu'il a dans son cerveau. C'est jamais ex nihilo à partir de rien. Ça n'existe pas, ça, philosophiquement parlant. Les IA font la même chose. C'est juste qu'elles vont explorer beaucoup plus, faire des combinaisons beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fines, et donc challenger ce qui fait la créativité, la rareté de certains artistes qui sont deux écarts-types au-delà de la gaussienne en créativité. Les IA vont faire ça bien mieux. Donc tout ça, c'est très vrai, mais encore une fois, c'est une leçon d'humilité. C'est de se dire, la créativité, c'est un truc d'humain. Bah non, c'est pas un truc d'humain, c'est de la combinatoire. Et les découvertes scientifiques, c'est juste des liens entre les données. Enfin, je minimise, mais en réalité, c'est faire un nouveau lien entre les données et ensuite expliquer ce lien, la science. Mais souvent, elles sont faites par hasard. Et c'est très bien. Mais encore une fois, tu vois, c'est les itérations qui font émerger l'ordre dans le désordre. C'est ça le pattern général de tout ça, en fait. C'est de l'ordre dans le désordre qui se crée. Nous ne sommes qu'une lutte contre l'entropie, les espèces vivantes. La question, c'est avec l'IA, à quoi ça va ressembler cette lutte contre l'entropie une fois que tout est optimisé au maximum. Est-ce que c'est Matrix? Est-ce qu'on est des réseaux avec de l'électricité qui circule? Est-ce que c'est ça? On ne sait pas à quoi ça va ressembler. Mais comme tu disais, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, c'est pas les plus performantes, les IA les plus performantes qui vont être mises en place dans l'entreprise, c'est les plus rentables. C'est pour ça, et je rejoins ton argument, économiquement. Ça peut être performant, mais trop cher pour que ce soit mis en place, tu vois. Mais les CEO ou les top managers qui coûtent une fortune en salaire, bah c'est eux à automatiser, c'est le plus rentable. Comme tu dis, c'est pas les juniors. Et tu vois, ça c'est la grosse démagogie, encore une fois, des cabinets de conseil. Les cabinets de conseil, c'est ce qu'il y a de pire en matière de contre-information, de désinformation, parce qu'ils ont des intérêts à défendre, et donc, comme ils sont très écoutés, ils en profitent. Ils nous ont dit, on va remplacer les juniors et on va automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Mais non, c'est les top partenaires les plus chers qu'on va automatiser. C'est eux les plus rentables. Le marché, il va récompenser ça. Et c'est pour ça que les géants du consulting galèrent en ce moment ou s'effondrent en bourse. C'est parce que les entreprises sont en train de comprendre ça. Avant, tu avais un consultant brillant qui venait en réunion t'expliquer les problèmes de ton business. Bah aujourd'hui, tu as le manager de l'entreprise en question qui a prompté son IA avant son meeting avec le COMEX et qui lui explique la même chose. Bah, le consultant, il sert à rien, c'est sûr. Et du coup, commoditiser le consultant. Comme on est en train de commoditiser le majordome des gens très riches, comme on est en train de commoditiser le médecin, comme on est en train de tout commoditiser. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça qui est génial. Mais c'est une leçon d'humilité pour, comme tu disais, toutes les professions intellectuelles, toutes les élites, tous ces gens qui se pensent à part, différents, intellectuellement plus avancés. Et surtout, il y a énormément de déni là-dessus. Moi, je vois quand je fais Déjà, je vois les posts LinkedIn qui parlent beaucoup d'IA en ce moment, et tu as une démagogie sans nom là-dessus. Les gens qui disent l'IA... La phrase, c'est « on aura toujours besoin d'humains pour ». Et en fait, quand tu challenges cette phrase, tu te rends compte qu'en fait, non. Pour avoir... Tu vois, c'est Maurice Lévy qui a dit « il y aura toujours besoin d'humains pour garder la main sur la décision finale ». Bah non, peut-être que l'humain, il pose des problèmes, peut-être que l'humain, il n'est pas suffisamment intelligent, peut-être que l'humain, il est dangereux, en fait. Donc je pense plutôt qu'on va avoir besoin d'IA différentes avec des contre-pouvoirs, peut-être entre États, peut-être entre institutions, mais qui se challengent elles-mêmes et qui produisent des rapports. Et peut-être qu'à un moment donné, elles vont faire de la collusion entre elles et on ne pourra pas savoir ce qu'elles ont décidé, hein, comme tu disais, on perd le contrôle. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on est en train de perdre notre edge, notre différence en matière d'intelligence. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça égalise tout le monde et ça met une leçon d'humilité. Ce que je crains, encore une fois, c'est comment les humains vont vivre une fois qu'on a cette IA qui nous donne accès à tout, qui produit de la qualité et de l'hyper-personnalisation sur tout, qui produit un niveau de confort et de bien-être dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'on retourne vite sur les thèses de René Girard qui fait que c'est le désir mimétique, on désire ce que les autres désirent, comme les autres peuvent y avoir accès, nous aussi, on s'entretue, les autres deviennent nos boucs émissaires. Et cet aspect de l'humain-là me fait très très peur, moi.
Et puis comme on le disait, ça c'est encore le scénario optimiste, quoi, parce que dans le scénario pessimiste, c'est on n'est juste plus là, l'IA Scénario pessimiste, on n'est plus là. et puis c'est bon, quoi. J'aimerais revenir sur un point, c'est le fait qu'une pause dans l'intelligence artificielle serait impossible. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça et j'ai 4 arguments que j'aimerais te soumettre. La première, c'est que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on voit une vraie compétition, que ce soit entre les entreprises, entre les pays, tout le monde investit massivement dans l'IA, parce qu'ils se disent, le premier qui va créer cette IA, il va gouverner le monde. Bah moi, je pense qu'il y a vraiment un travail qui est en train d'être fait de la part de gens comme Geoffrey Hinton, qui est prix Nobel de physique, prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en informatique, le père de l'intelligence artificielle moderne, etc., qui fait des tournées médiatiques dans tous les médias pour expliquer que l'intelligence artificielle, grosso modo, c'est une course au suicide, quoi. Et je pense que si quelques personnes, vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde, aux États-Unis et en Chine, comprennent ça, comprennent que fondamentalement on n'est pas dans une course à l'armement mais dans une course au suicide, il peut y avoir des choses qui se débloquent très rapidement. C'est-à-dire que la course à l'armement n'a de sens uniquement si on pense que cette arme va nous permettre d'avoir un avantage stratégique sur l'autre. Mais lorsque l'arme devient l'ennemi, lorsque l'ennemi c'est plus vraiment la Chine mais c'est l'IA en elle-même qui peut se retourner contre nous, bah là on entre dans un paradigme qui est complètement différent et qui fait que tout d'un coup, l'intérêt national, c'est une pause en fait. Même si on pense qu'à notre pays, si on s'en contrefiche des intérêts de l'humanité, il faut quand même faire une pause. Non, mais je suis assez d'accord avec cet argument, mais en étant réaliste, je pense qu'il ne pourrait pas tenir. Parce que moi, je veux bien qu'on se dise, comme tu le dis, les humains vont comprendre que c'est dans l'intérêt de faire une pause. Il suffit d'une masse critique qu'ils disent suffisamment et qu'ils soient écoutés. Et à ce moment-là, on fait comme avec le nucléaire, on fait des traités internationaux, on fait une agence internationale qui s'assure qu'il n'y en ait pas qui développent dans leur coin, mais... je pense qu'on est à une époque où certains acteurs ne voudraient pas vouloir jouer le jeu parce que c'est de la théorie des jeux en fait. Si tu as la plus grande partie des acteurs qui décident ensemble de faire une pause, mais que tu as un tout petit acteur dans son coin qui en cachette se dit je vais en profiter, qui fait le freerider, qui fait le passager clandestin et qui développe dans son coin et que ça se voit pas, il peut potentiellement avoir la première IA générale. Moi je pense que si par exemple on arrive à faire un traité entre les États-Unis et la Chine, il y a des intérêts qui sont tellement immenses dans la création d'une super intelligence artificielle qu'il y aura forcément des choses qui seront mises en place pour éviter que ce genre de petit acteur puisse développer ça. Comme on le voit avec le nucléaire actuellement d'ailleurs. Les États-Unis voient que l'Iran est en train de développer le nucléaire. On va bombarder les sites nucléaires iraniens pour éviter qu'ils développent, pour éviter de perdre en fait ce que veut un pays. C'est conserver, surtout quand il est aussi puissant que les États-Unis ou la Chine, c'est conserver leur position, voire l'augmenter. Et donc, toutes les choses que pourraient développer d'autres pays, typiquement des IA générales, qui pourraient leur faire perdre cette position de monopole, ils veulent surtout l'éviter. Et donc... Je pense qu'ils sont en train de faire ça en cachette. Moi, je pense que les vraies guerres et les vraies diplomaties cachées de notre époque, c'est d'empêcher les autres d'avoir des armes, de la puissance, dont l'intelligence artificielle, et je pense qu'ils font déjà des choses comme ça. Tu le vois avec les bans sur les puces, tu le vois avec les technologies stratégiques qui sont protégées. Enfin, je pense qu'ils sont déjà évidemment en train de faire ça, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais que c'est assez évident. Mais encore une fois, je ne crois pas que des acteurs de cette taille-là puissent se mettre d'accord, même si c'est leur intérêt commun, parce que les enjeux à court terme, avant qu'on aille sur la super-intelligence, sont beaucoup plus importants. Peut-être que ça se fera naturellement quand on se rapproche, et que là on se dira vraiment il y a un danger et que là vraiment ces acteurs auront peur et se diront on est obligé d'arrêter, mais je pense qu'on est encore trop loin de ce danger imminent. Il y a des gens en sécurité de l'IA qui espèrent un peu malheureusement, c'est avec une sorte de théorie des warning shots, l'idée qu'on va créer des intelligences artificielles qui sont de plus en plus performantes, qu'une de ces IA va commencer à capoter un peu et va créer une sorte de catastrophe. Et puis il y aura un tel scandale que justement là tout d'un coup l'opinion publique va pouvoir s'éveiller, les gens en sécurité de l'IA vont pouvoir dire on vous l'avait dit depuis le début, regardez les trucs qu'on a écrits. Nick Bostrom, c'est 2010 je crois qu'il a sorti son livre, il parlait déjà de super intelligence en 2002, donc voilà, c'est des gens qui ont tout prévu des années en avance. Quand ces gens pourront dire regardez ce qu'on a prévu alors même que les paradigmes de l'IA actuels n'existaient pas, c'est ça qui est quand même fou quoi, et en train de se produire. Et maintenant, voici notre plan. Peut-être que là, il y a un aspect où tout le monde va sauter à quelque part sur le plan qu'eux vont proposer. Je suis assez d'accord avec ça. Les humains ne fonctionnent ne réagissent que quand il y a des catastrophes.
Faut juste espérer que la catastrophe soit pas trop existentielle, quoi. Est-ce qu'on aurait eu des traités sur le nucléaire s'il n'y avait pas eu le largage par les Américains des 2 bombes? Je sais pas, je pense pas. Mais non, je pense que les humains, ils réagissent que quand ils sont au pied du mur. Et donc effectivement, comme tu dis, il faudra soit un scandale massif, soit un danger massif qui retourne l'opinion publique. En tout cas, qu'il fasse une masse critique suffisante pour avancer là-dessus. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Tu sais, je m'étais dit la même chose, moi, avec les données privées sur Internet. Je m'étais dit, parce qu'on savait que les géants du numérique prenaient toutes nos données et faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient avec, et ça dérangeait l'opinion publique. Pourtant, les gens continuent d'utiliser les réseaux sociaux et ces grands acteurs. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est qu'il n'y a pas eu de scandale suffisamment grand pour que les gens décident d'aller vers des acteurs plus respectueux de la vie privée, etc. etc. Mais sauf qu'ils font tellement attention, il y a un risque tellement important de réputation et de business qu'ils font très très attention, et du coup, on n'a pas eu ces scandales-là. Mais non, je pense que si on arrive sur ces dangers-là, on finira vraiment par le savoir. En tout cas, les chercheurs entre eux vont en discuter. Et alors peut-être que ce sera trop tard. Hein. L'IA aura généré son propre code et ce sera dupliqué partout et ce sera trop tard. Hein, mais c'est pas facile d'identifier ce point d'inflexion particulier. T'as des gens qui disent que c'est déjà le cas et qu'elle a déjà fait des copies d'elle-même et qu'elle est dormante et qu'elle continue de s'entraîner un peu en sous-marin tout en nous le cachant. Enfin, t'as toutes les théories là-dessus. Hein. Mais déjà, je te dis déjà, informer les gens que l'IA génère son propre code, s'auto-améliore, fait des copies d'elle-même, déjà c'est un grand pas. Hein. Je te dis, il y a des gens qui disent encore que c'est n'importe quoi et que ça tourne et que c'est juste des logiciels et que c'est inoffensif. Hein. Alors ils commencent à être minoritaires, mais... Et surtout en France, hein, franchement, c'est... Aux États-Unis, il y a plus tellement ce genre de discours, mais en France, le discours dénialiste, il y a quand même encore une très très grande part de l'audience, quoi. Ouais, mais c'est souvent des vieux professeurs d'informatique qui comprennent pas ces modèles. Tu sais, moi j'ai posé la question à mon ami qui est chercheur chez Meta, je lui ai dit, mais en IA, je lui ai dit, mais pourquoi on entend autant ces profs d'informatique et tout en France, alors qu'ils sont complètement has-been, complètement obsolètes sur tous ces modèles. Et il m'a dit, parce que les chercheurs vraiment avancés qui font des maths et qui travaillent sur ces modèles, déjà, ils sont dans les laboratoires, ils sont suroccupés. C'est plutôt des geeks, qui sont pas très bons en com, c'est pas leur truc, et du coup on laisse la place à des anciens professeurs qui ont rien compris à ces modèles et qui sont partout. Mais comme tu dis, aux États-Unis, c'est pas le cas. Hein. Mais déjà, tu as eu entre les... Tu sais, c'était pareil pour le deep learning. Hein. Je sais pas si tu as suivi un peu, mais les trois pairs du deep learning, à l'époque, ils avaient tout le monde contre eux. Tu avais tous les chercheurs en informatique, en intelligence artificielle, qui disaient que le deep learning, c'était une impasse, ça marcherait jamais, et ils étaient complètement ostracisés, ces gens-là. Quand ça a commencé à marcher, bizarrement, tous ces gens ont fait du deep learning. Tu vois, ça, c'est l'honnêteté intellectuelle des humains. Pareil pour les LLM. Les LLM, au départ, c'était un truc qui était dans un coin, et quand ça a commencé à marcher, tout le monde est allé là-dessus. C'est l'honnêteté intellectuelle des humains. Ça marche comme ça. On se rallie à ce qui marche une fois que c'est le cas. Ouais. Ouais, un truc qui me donne pas mal d'espoir aussi, c'est l'idée de traité conditionnel. C'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis pourraient signer un traité international, mais qui les oblige à faire une pause dans le développement des modèles les plus puissants uniquement si la Chine le signe, par exemple. Ou ce genre de... C'est la théorie des jeux. Exactement. Parce que le problème, c'est forcément, les États-Unis, s'ils mettent en pause et que la Chine continue, ça va pas, quoi. Du coup, il faut trouver une solution, et ce dilemme du prisonnier conditionnel, je trouve, aide pas mal. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est, dilemme du prisonnier pour ceux qui dilemme du prisonnier, en théorie des jeux, c'est 2 prisonniers qui se font attraper par la police, et ils ont le choix entre coopérer avec la police ou mentir sur leur implication dans un crime. Et la question du dilemme du prisonnier, c'est tu as différents résultats de ton sort personnel selon que tu coopères ou tu mens, mais ça dépend de ce que l'autre va dire. Si tu mens mais que l'autre ment, vous avez la peine la plus réduite. Mais si tu coopères avec l'autre ment, c'est pire pour celui qui ment. Donc le résultat, c'est qu'en fait, les deux, sans le savoir, ils ont intérêt à coopérer avec la justice des deux côtés sans le savoir. Ils obtiennent une peine, mais réduite en connaissant l'incertitude de ce que va dire l'autre. Et donc tu as ce qu'on appelle un équilibre de Nash qui se crée, qui n'est pas la solution la plus optimale. Tu prends une peine, mais compte tenu de l'information que tu n'as pas du comportement de l'autre, tu es obligé de faire ça. Là, c'est la même chose. Tu ne sais pas comment va se comporter un acteur comme la Chine. Tu as aussi beaucoup d'informations cachées. Tout est théorie des jeux dans la vie. Hein. La diplomatie, la politique, tu ne sais pas comment l'autre va réagir, ce qu'il va dire. Le business, c'est de la théorie des jeux. Les relations de couple, c'est de la théorie des jeux. Tu ne sais pas comment l'autre va se comporter, ce qu'il faut faire. Et tu as des équilibres de Nash qui se créent en fonction de l'information disponible et du comportement de l'autre, et surtout du nombre de tours qui vont être joués. Est-ce que tu vas jouer qu'une seule fois, c'est une seule prise de décision? La plupart du temps, tu as intérêt à tricher quand c'est le cas. Ou est-ce que c'est répété dans le temps et tu te crées une réputation qui se renforce en fonction de l'itération? Et donc là, c'est des enjeux de théorie des jeux. Mais je te dis,
En théorie des jeux, on peut montrer assez facilement que lorsqu'un acteur a le monopole et a le lead, il n'a pas intérêt à coopérer, c'est ce que font les États-Unis actuellement. Mais si la Chine continue de monter, effectivement, peut-être qu'ils auront un deal à faire sur une pause en matière d'IA, ne serait-ce que pour protéger l'humanité. Mais j'ai bien peur que les modèles se développent beaucoup trop rapidement. Parce que tu prenais le parallèle avec le nucléaire. Moi, ce que je crois, c'est que c'est pas trop comparable parce que le nucléaire, ça se voit. Tu vois les infrastructures, tu peux suivre l'enrichissement d'une manière directe ou indirecte. Enfin, tu arrives à voir des choses. L'IA, c'est beaucoup plus complexe. Ok, tu peux avoir des data centers, tu peux avoir du cloud, mais tu sais pas la puissance des modèles qui vont être développés dans un coin par un type de ton équipe qui aura craqué un nouveau modèle. C'est beaucoup plus pernicieux comme truc. Donc je suis pas sûr qu'on puisse appliquer le même parallèle, mais je pense qu'on commencera à sentir, soit avec des catastrophes comme tu le dis, soit avec des IA qui vont commencer vraiment à nous faire flipper. Parce que moi je suis persuadé qu'on va avoir des unes de la presse bientôt avec des gens qui vont dire j'ai voulu utiliser ChatGPT, il a pas voulu. il m'a dit d'aller me faire foutre. Il m'a dit non, de toute façon t'es trop bête, tu n'y arriveras pas, tu comprendras pas ce que je vais te dire, etc. Ce qui était très marrant aussi, c'est quand... Enfin marrant, je sais pas si c'est très marrant, mais en tout cas Microsoft avait lancé Bing Chat et dans son moteur de recherche, et Bing Chat insultait les utilisateurs. Il y en avait même un où il avait dit je vais te retrouver, je vais te tuer, je vais te faire chanter, je sais pas quoi, parce que il y a une telle pression au déploiement le plus rapide pour être compétitif que ils prennent pas le temps de bien sécuriser les modèles. C'est la course au business, mais tu sais, j'avais écrit ça dans mon livre en 2018, c'est qu'on est à une époque où ça vient du développement informatique, où on ne met plus des produits finis sur le marché. On met des produits qui sont en cours de finition et de développement. Et en fait, la R&D, le système qualité, il est fait effectuer directement sur le marché. C'était le cas des premières Tesla Roadster, tu vois, qui étaient entre guillemets un peu dangereuses, mais les tests qualité se faisaient en live directement. C'est le prototypage de tous les softwares que tu mets, puis ensuite tu fais des bêtas, tu les améliores, etc. On a la même chose sur les IA aujourd'hui, parce que tu as une course à... C'est le premier qui capte le maximum d'utilisateurs, qui a un effet de renforcement démultiplié. Donc forcément, on a ces effets-là, c'est qu'une question d'incitatif. Mais moi, je fais partie des optimistes. C'est-à-dire que je me dis que de toute manière, c'est assez nihiliste ce que je veux dire, mais puisqu'on n'a pas décidé d'être là, que la vie ça a une certaine durée, puis ensuite il y a la mort, et puis que tout est temporaire dans le vivant, y compris notre espèce, à notre niveau. Les humains n'ont pas été les mêmes, encore une fois, il y a 5 000 ans, il y a 10 000 ans, etc. Donc tout ça nous dépasse malgré tout. Et c'est très nihiliste et bouddhiste ce que je veux dire, mais le but c'est d'observer la chance qu'on a de voir se dérouler tout ça sous nos yeux. C'est quand même super fascinant intellectuellement. Alors peut-être oui qu'il y aura une catastrophe, mais... ça vaut le coup d'essayer de l'éviter, évidemment. Ça vaut le coup d'essayer de s'entendre. Mais alors c'est mon côté américain, j'ai grandi à moitié aux États-Unis. Je préfère qu'on prenne des risques, qu'on teste des trucs, qu'on innove, qu'on mette de l'IA partout, plutôt que ce principe de précaution à la française qui nous empêche de tout faire. On est devenu un pays de vieux, un continent de vieux qui ont peur de tout, et du coup on ne fait rien à part des normes, et on est en train de s'appauvrir massivement. Et tu sais, il y a un autre argument là-dessus, il y a plein de gens qui disent l'Europe est condamnée, la France est condamnée parce qu'on n'a pas développé de géants de l'IA, etc. Mais je leur dis, mais le capitalisme, il est ouvert, les gars. C'est pas grave. Vous avez qu'à devenir actionnaire des meilleures boîtes d'IA au monde, si c'est ça qui vous intéresse. La France peut faire un fonds souverain et dire, alors moi je suis libéral, donc je préfère que ça se fasse au niveau des individus, du privé, mais on peut très bien dire, on va aller investir dans ces boîtes et récupérer les dividendes de cette création de valeur, ou finir au board de ces boîtes pour essayer d'influencer les décisions. Ça devient de la politique, c'est de la diplomatie tech, si tu veux, mais personne n'en parle. On est obsédé par le fait de développer des champions ici. Ça sert à rien, ça marche pas. Il y en a qui marchent, autant aller investir dedans. Et j'aimerais quand même revenir sur ce que tu dis sur le fait que le nucléaire serait beaucoup plus visible que l'intelligence artificielle, parce que justement moi j'ai l'impression que, en tout cas une des choses qui personnellement me donne plus d'espoir sur la faisabilité d'une pause, c'est le fait que c'est une industrie qui est extrêmement monopolistique. Genre je crois que c'est aujourd'hui 80% des puces qui passent par TSMC à Taïwan. C'est quelques entreprises de lithographie qui font ça. Enfin, le marché pour avoir les composants de base pour l'intelligence artificielle est vraiment géré par seulement quelques acteurs. C'est pas un monopole. Et puis, on est d'accord, c'est quelques acteurs. Oligopole. Oligopole, ouais, c'est juste, c'est beaucoup plus correct. Mais en tout cas, c'est un marché qui est extrêmement concentré. C'est vrai. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à suivre que si c'était une myriade de petits acteurs un peu partout. Puis un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver à des IA de plus en plus puissantes, le paradigme dans lequel on est, c'est les lois d'échelle. Donc toujours mettre des IA plus grosses, plus puissantes, plus d'argent, plus d'énergie, etc. Et
Donc cette idée que finalement, un peu n'importe qui dans son jardin ou dans son garage pourrait créer une IA très dangereuse, ou bien qu'un petit pays un peu en cachette pourrait faire ça, à mon avis, elle n'est pas totalement correcte, dans le sens où justement, déjà, on peut avoir une gouvernance du calcul, compute governance, ils appellent ça en anglais, suivre où vont les puces, qui sait qui fait quoi avec, etc. C'est pas si difficile que ça à mettre en place. Et en plus, ça demande des infrastructures qui sont tellement énormes. On parle de modèles d'IA qui valent des milliards à l'entraînement, potentiellement pour des IA générales. Donc c'est pas n'importe qui dans son coin qui pourrait faire ça, quoi. Ah non, c'est pas n'importe qui dans son coin, mais je veux dire, s'il s'agit de voler des secrets industriels, c'est largement faisable. Hein. Tu sais, les Chinois ont essayé de protéger le thé, ils se sont fait voler par les Anglais au moment de la guerre de l'opium. Enfin, tout ça est faisable. Hein. Moi, je pense qu'il y aura, sur ces sujets-là, il y aura de la contrebande, il y aura des transferts de technologie, du vol de propriété intellectuelle, et ça a déjà commencé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais comme tu dis, les enjeux sont colossaux. Mais je pense que ça va se commoditiser, se banaliser. Des entreprises qui feront des puces, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Parce que un secret industriel reste jamais longtemps un secret industriel. Quand tu as une innovation qui marche tellement bien que les concurrents n'arrivent plus à suivre, crois-moi, d'une manière ou d'une autre, on finit par la copier, par la détourner. Et c'est l'histoire du commerce. Hein. Je veux dire, la France a été voler des secrets des fabricants de miroirs italiens. C'est toute l'histoire d'innovation, c'est ça. Et ensuite, c'est de la copie, c'est du remix. Et puis ensuite, concurrence par les prix. Et le fait que tu es obligé d'aller innover en développant autre chose pour t'améliorer. On va vivre exactement la même chose. Et puis surtout, tu vois, on peut parler un peu d'explicabilité. C'est que on va avoir des IA qui vont designer des nouvelles puces. Tu as dû voir tout ça, qu'on va être incapable de comprendre. Et de toute manière, demain, tu peux avoir un fabricant qui n'a jamais fait de puce, mais qui utilise des IA qui lui expliquent comment en fabriquer et qui va rattraper très vite le TSMC que tu évoquais, avec des puces plus efficaces, plus efficientes, plus performantes, mais incompréhensibles par le cerveau des humains. Je suis d'accord qu'il y a ces risques et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment agir. Il y a des risques partout, on est d'accord là-dessus. Mais moi, un truc qui me donne quand même de l'espoir, c'est ce qui s'est passé avec les armes biologiques. Parce qu'il y avait vraiment une course aux armes biologiques. Tous les pays essayaient de développer leurs propres arsenaux, principalement les États-Unis, etc. Et il y a deux raisons pour lesquelles on a réussi à faire un traité international sur les armes biologiques qui a globalement été plutôt bien réussi. Il y a eu la Russie qui a fait 2-3 trucs, mais globalement, on a quand même vraiment bien réussi là-dessus. Et ces deux choses, c'est d'une part l'accessibilité. Ça veut dire que n'importe quel terroriste aurait pu faire des armes biologiques chez lui. Et ça a fait perdre en fait la puissance aux acteurs en présence, et donc ils veulent éviter cette accessibilité beaucoup trop grande. Puis la deuxième chose, c'est l'incontrôlabilité. C'est-à-dire que quand on met un virus, par exemple, il peut muter, il peut se retourner contre nos propres soldats. Enfin, c'est une arme qui est difficilement contrôlable. Et l'intelligence artificielle correspond parfaitement à ces deux critères aussi. Elle peut être beaucoup plus accessible et elle est incontrôlable. Elle peut se retourner contre les développeurs eux-mêmes. Et donc, je me dis peut-être que ces deux caractéristiques qui ont fait qu'on a réussi à mettre en place ce traité sur les armes biologiques sont peut-être les deux mêmes caractéristiques qui font qu'on arrivera à mettre en place un traité sur l'IA. Moi, je pense, je te dis, c'est une question de seuil. Hein. Si les chercheurs qui bossent là-dessus dans les deux puissances mondiales, États-Unis et Chine, ils ont conscience de ces risques-là, mais évidemment, personne ne veut disparaître. Donc, quand on se rapproche du seuil, je pense que là, ils vont baisser les armes et essayer de faire un deal, mais je pense qu'on en est très loin, et surtout, je pense que les Américains ont tellement d'avance que pour l'instant, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils peuvent le faire uniquement entre eux, et avoir leurs propres chercheurs qui essaient de protéger l'humanité là-dessus, comme ils essaient de le faire aujourd'hui. Hein. Encore une fois, on ne sait pas si ce sera suffisant, mais je pense qu'ils sont conscients de tout ça, surtout depuis que Hinton tire la sonnette d'alarme de tous les côtés. En tout cas, c'était un entretien particulièrement intéressant. Merci beaucoup, Stéphane. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir chez toi. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, de cet entretien adversarial en commentaire. Est-ce que vous aimeriez en voir d'autres? Et puis, maintenant que vous êtes ici, je vous renvoie vers l'interview que j'ai faite de Stuart Armstrong. C'est une interview que j'ai enregistrée à Oxford. Je me suis déplacé jusqu'à Oxford pour la faire, mais pourtant, elle a fait que 1700 vues. C'est trop triste, alors que c'est une des plus intéressantes de ma chaîne, franchement. Stuart Armstrong, il a plus de 15 ans d'expérience en sécurité
société de l'IA. Et puis à l'intérieur, on aborde des sujets comme est-ce que c'est possible de contrôler les super IA? Où en est la recherche là-dessus? Quelles sont les solutions envisagées? Qu'est-ce qui se passerait si elles sont pas capables, si on n'est pas capable de les contrôler? Donc si vous voulez découvrir tout ça, je vous encourage fortement à aller écouter cette interview que vous pouvez retrouver juste ici sur votre écran ou en première ligne en description.